Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anne-Sophie Incelin, je suis la responsable du Hub des territoires. Je suis ravie de vous accueillir ce matin avec Isabelle Bonaujoin, la responsable du pôle EPL à la direction de l'investissement de la Banque des territoires, et Rémi Cambeau, directeur des rédactions de Cadres de Ville, pour cet événement autour de la réindustrialisation verte des territoires et plus particulièrement l'apport des entreprises publiques locales dans ces transformations. On est bien là au cœur de la vocation du Hub des territoires, qui est de rassembler l'ensemble de l'écosystème de la Banque des territoires, ses partenaires, ses clients, les collectivités locales, les entreprises publiques locales, les organismes de logements sociaux et les professions juridiques, ainsi que les entreprises privées et les associations, l'ensemble des parties prenantes qui œuvrent à la transformation des territoires. Et ici, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à débattre, à partager les retours d'expérience des différents projets, des solutions qui peuvent être mises en œuvre dans les territoires, et puis à réfléchir ensemble aux solutions qu'on aurait à inventer pour répondre à ces défis. Alors ce dispositif, il existe depuis un peu plus de 2 ans maintenant. On a réuni près de 11 000 participants autour de plus de 180 événements. Donc on a une programmation, comme vous le voyez, riche, variée, avec un certain nombre de thèmes, en tout cas l'ensemble des champs d'intervention de la Banque des territoires qui sont évoqués ici. Si vous ne vous êtes pas inscrit à notre newsletter, je vous invite à le faire pour ne rien manquer de notre programmation. Et je voulais vous inviter à noter 2 événements qui concernent les EPL et qui auront lieu prochainement. À la fois le 10e atelier du réseau national des foncières de redynamisation. On est sur un format qui fonctionne très bien. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont pu déjà s'inscrire à ces ateliers. Et puis un événement autour de la coopération internationale des collectivités et l'apport des EPL dans cette coopération. Et cet événement aura lieu le 19 octobre à 14 h. On l'organise avec la Fédération des EPL et l'Agence française de développement. Voilà, je passe la main à Rémi et je vous souhaite de bons travaux. Merci. Merci beaucoup Anne-Sophie Incelin. Eh bien, commençons. On est là pour 1h30 tous ensemble. Vous allez voir avec un programme dense, riche, construit avec Isabelle Bonaujoin et les équipes de la Banque des Territoires. Moi, je suis ravi, évidemment, que Cadres de Ville puisse organiser ce premier webinaire avec la Banque des Territoires. Il y en aura d'autres, j'espère. Là, on est sur un thème, vous allez le voir là aussi, on va rentrer dedans, d'une actualité forte. D'abord, du point de vue des territoires, mais également parce que l'actualité réglementaire, les actions qui sont lancées, les dispositifs nouveaux, vous allez en découvrir, justifient qu'on regarde très en détail sur les territoires comment œuvrer à une réindustrialisation verte en accéléré quelque part. Alors Isabelle, merci de cette opportunité d'organiser cet événement. La banque, évidemment, est extrêmement investie sur ce thème. C'est un sujet qu'on porte effectivement, mais comme sur tous les sujets qui impliquent une transformation des territoires et sur lesquels on a un rôle à jouer. Mais Camille et TV tout à l'heure vous en dira plus. Moi juste, je souhaitais vous souhaiter une belle séquence de travail. On est ravis vraiment de vous accueillir ce matin pour cette première initiative avec Cadres de Ville dans le cadre d'un partenariat renouvelé. Merci aussi à la Fédération de son implication, Fédération qui est représentée ce matin par Olivier Toubiana. C'est une première et c'est déjà un succès. Vous êtes plus de 360 à vous être inscrits pour partager avec nous ce matin. Alors un grand merci à vous de votre confiance. Un grand merci à l'ensemble des intervenants qui se sont mobilisés dans la préparation et ce matin pour partager avec vous leur retour d'expérience. Un grand merci aussi à tous ceux qui ont préparé l'événement, Rémi, Nathalie de Cadres de Ville, mais toutes les équipes de la Banque des Territoires et bien sûr un grand merci au Hub. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Ça nous permet justement de pouvoir vous proposer ces temps d'échange de manière assez large. Ça a été dit pour cette première initiative, un focus sur la réindustrialisation verte et comment les EPL contribuent. Donc on aura des retours d'expérience extrêmement enrichissants. Anne-Sophie vous l'a dit, les prochaines rencontres le 26 septembre, on vous mettra les liens dans le chat sur le 10e atelier du réseau national des foncières de redynamisation. On fera un focus sur les CRAC. La date du
du 19 octobre a été annoncée. Et j'ajoute, je complète, on aura une initiative le 21 novembre sur EPL et santé. On sort un guide cette fin de semaine qu'on va pouvoir diffuser assez largement, y compris avec la newsletter de la Fédération des EPL, pour donner à voir sur comment les EPL sont contributrices en matière de santé déjà aujourd'hui et comment demain elles pourront l'être davantage. C'est aussi un enjeu, la cohésion sociale et territoriale. Pour nous, à la Banque des Territoires, c'est un sujet sur lequel on souhaite être de plus en plus acteurs, et pour ça, les EPL peuvent être des leviers d'intervention extrêmement productifs. Voilà, sans plus attendre, je vous repasse la parole et je vous laisse. Merci Isabelle. Merci. On va enchaîner tout de suite avec un petit message. La Fédération des élus des entreprises publiques locales tient une séquence importante en Nouvelle-Calédonie ces jours-ci. Patrick Jarry dans l'avion avec Benjamin Galep, le directeur général de la Fédération, qui du coup peut pas être avec nous bien sûr, mais il a enregistré un petit message. On va vous le passer tout de suite, en complément de ce qu'on vient de vous dire, et puis on enchaînera ensuite sur, on rentrera dans le vif du sujet et sur les programmes industrie verte. Voilà, Benjamin Galep, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'introduire cette journée de discussion sur le thème du rôle des EPL dans la réindustrialisation verte, organisée en partenariat avec la Banque des Territoires et nos amis de Cadre de Ville. Je regrette de ne pas pouvoir être présent avec vous physiquement aujourd'hui, mais j'ai vu que vous étiez très nombreux à être sur place au Hub des Territoires ou connectés à distance, et je pense que vous aurez des témoignages et des discussions intéressantes sur le sujet. Je tenais à rappeler peut-être quelques fondamentaux sur le rôle des EPL dans ce débat qui concerne désormais, depuis la loi Climat et Résilience 2022, une grande partie des acteurs du territoire dans le domaine de l'aménagement, de la construction, du logement, aussi de la transition énergétique et environnementale. Sur ces différents sujets, et désormais cette année avec le vote de la loi dite zéro artificialisation nette, nous sommes entrés dans le dur sur un certain nombre de sujets, et qui concernent en particulier l'évolution des métiers d'aménageurs. Métiers historiques évidemment des entreprises publiques locales. Alors vous aurez la chance d'avoir des témoignages d'acteurs de premier plan sur le sujet, de la CERL pour la métropole de Lyon, de la coopération entre CEDIA et la SEM du Pays de Montbéliard sur un projet une réalisation sur la rénovation d'une friche industrielle. Je crois qu'à travers ces exemples, on peut voir que les entreprises publiques locales sont un des acteurs et un des maillons de la chaîne essentielle si on veut réussir cet effort de réindustrialisation et de transition vers une réindustrialisation plus écologique, plus durable. Alors, à divers titres, pourquoi les EPL seraient mieux placés? Elles le sont d'abord parce que ce sont des acteurs de proximité qui sont capables de tisser des liens et des coopérations avec l'ensemble de l'écosystème local. Et donc, à ce titre, elles savent dimensionner et s'entourer pour la réalisation de ces projets des acteurs les plus pertinents en termes d'ingénierie, en termes de financement, et en étant bien sûr les bras armés des collectivités locales actionnaires. Elles sont également capables de mener à bien des projets complexes grâce à la diversification de leurs activités, à cette agilité qui les caractérise en termes de capacité aussi de compétences et d'expertise. Elles peuvent également permettre d'intervenir sur des projets de long terme, là où des opérations purement privées auraient peu de chances d'aboutir, et dans des secteurs sur lesquels la rentabilité à court terme n'est pas forcément garantie. Alors, ceci étant dit, bien évidemment, la réussite de ces projets de réindustrialisation nécessite un certain nombre de conditions pour qu'elles puissent être réalisées de manière pérenne et à grande échelle dans notre pays. Il ne s'agit pas, bien entendu, de se limiter à quelques projets emblématiques, ou au contraire, d'imaginer que demain, les EPL seraient capables d'intervenir sur des projets par définition
peu attractifs, avec peu de chances de rentabilité et qui mettraient en danger leur modèle économique et leur existence. Par conséquent, il sera important, bien entendu, et c'est là tout l'enjeu de la mobilisation de la FEDEPL, de permettre que ces EPL interviennent dans les meilleures conditions. D'abord en leur permettant et en encourageant le fait de tisser des coopérations avec les acteurs locaux en termes de portage foncier, à commencer par les établissements publics fonciers locaux. Ça peut être le cas notamment via la création de filiales communes pour le portage foncier de long terme. C'est également important de pouvoir se projeter dans la durée, d'avoir de la visibilité dans la conduite de ces projets complexes, ce qui veut dire là aussi qu'en termes de fiscalité et en termes de financement, que l'ensemble de ces acteurs puissent avoir les garanties que eh bien, leurs projets seront portés dans la durée. C'est à la fois des sujets de fiscalité, je le disais, en lien avec la réintroduction d'une partie des acquisitions foncières et des travaux d'aménagement dans le FCTVA, le fonds de compensation de TVA, qui a été automatisé depuis 3 ans en excluant un certain nombre de projets d'aménagement qui, du coup, créent un surcoût pour les collectivités qui les portent. C'est aussi, bien entendu, le sujet de la pérennisation dans la durée du fonds vert, qui doit évidemment, là aussi, donner une visibilité. Et puis, c'est aussi l'importance partout de faire de la pédagogie, notamment vis-à-vis de l'État, sur l'intérêt de déployer ces outils de manière décentralisée, avec les compétences, encore une fois, dont elle dispose au plus près du terrain. Je crois que c'est important de pouvoir dire qu'aujourd'hui, cette mobilisation des EPL sur les sujets de réindustrialisation s'inspire et doit entrer dans un cadre qui ressemble à celui qui a fait le succès d'Action Cœur de Ville. On avait évidemment à l'époque, au moment du lancement du programme, à la fois une volonté politique d'envergure nationale. On avait un opérateur privilégié de l'État qui est la Banque des Territoires, qui apportait à la fois de la visibilité et évidemment du financement sur ces projets. Et on a su faire confiance à des acteurs de proximité que sont les SEM d'aménagement et leurs filiales, avec la création d'un certain nombre de foncières de redynamisation artisanale et commerciale sur l'ensemble du territoire national. Qui, là aussi, ont su s'entourer des meilleurs partenaires et dimensionner les projets à l'échelle la plus pertinente sur leur territoire. Donc, le message de la fédération est bien évidemment que les EPL sont dans la plaque sur ces sujets, qu'elles sauront répondre à la demande des collectivités aux enjeux qui sont devant nous, et que la fédération, bien entendu, continuera de se mobiliser pour leur permettre d'intervenir dans les meilleures conditions et de faire en sorte que leur expertise soit toujours mieux connue et reconnue à l'avenir. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un excellent moment de débat et d'échange sur ces sujets. À très bientôt. On lui souhaite un bon décalage horaire avec la Nouvelle-Calédonie. Voilà, il faut y être allé une fois au moins pour le savoir. Alors, je voudrais qu'on engage tout de suite le sujet en rentrant dans la question des enjeux de la réindustrialisation verte, ou plus précisément même de son actualité, c'est-à-dire que le sujet n'est pas nouveau. Vous allez nous en parler. Camille et TV, merci de venir avec Jean-Baptiste Gusquin. Vous installez ici. Vous avez des micros, il faut appuyer sur le petit bouton quand on veut parler pour l'allumer puis l'éteindre ensuite. Ensuite, comme nous vous l'avons annoncé, nous focuserons sur 2 cas concrets, l'un d'accompagnement plus précisément, l'autre un accompagnement qui a permis de produire une accélération dans l'implantation industrielle. Puis nous clôturerons cette matinée avec François Leclerc qui nous a fait le plaisir de venir tout exprès de Marseille pour parler tout à l'heure. Je vous donne la petite zapette. Alors, je parle d'actualité. Vous allez nous parler de l'état, je dirais, de l'art en quelque sorte, mais rappelons quand même qu'il y a une volonté forte impulsée par l'État
pour aller vers une réindustrialisation du pays et une réindustrialisation verte. Moi, je parlerai de ce dont vous n'allez pas parler, c'est-à-dire du fait qu'un projet de loi industrie verte a été présenté en mai, voté en juin par le Sénat, voté en fin juillet le 21 par l'Assemblée nationale. Donc ce projet de loi, il n'attend plus que sa commission mixte paritaire qui se tiendra après les sénatoriales en octobre. On pourra en parler ensuite, hein. Ça serait anticipé que d'en parler maintenant puisque le texte définitif n'est pas connu. Il porte 15 mesures nouvelles, là aussi pour permettre l'accélération, faciliter l'implantation, enfin accélérer les procédures d'implantation industrielle, faciliter la réhabilitation des friches. Donc ça sera sans doute un sujet dont on parlera plus tard. Mais tout de suite, tous les deux, Camille et TV, et Jean-Baptiste Guesquin. Camille, vous êtes la responsable du programme Territoire d'industrie au sein de la Banque des Territoires et vous avez les mêmes fonctions, Jean-Baptiste Guesquin, au sein de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, la NCT. Donc, on va voir comment, d'ores et déjà, ces sujets sont sur la table, engagés, puisque Territoire d'industrie est un programme qui a déjà 4 ans, n'est-ce pas, Jean-Baptiste? Alors, tout à fait. Donc, je suis voilà. Jean-Baptiste Guesquin, directeur du programme Territoire d'industrie à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc, Territoire d'industrie, c'est un programme qui dépend du ministère de l'Industrie et du ministère de la cohésion des territoires, donc à la NCT. Et on travaille avec des opérateurs partenaires, dont la Banque des Territoires, qui a effectivement une équipe également Territoire d'industrie, mais on travaille aussi avec BPI France, l'ADEME, Business France, pour aider les territoires les plus industriels du pays à se développer. Donc, en quelques mots, sur les enjeux de territoire d'industrie et effectivement sur les premières années du programme qui a été lancé fin 2018. C'est un programme qui, à son départ, a été lancé pour avoir un volet territorial à la politique industrielle. Historiquement, la politique industrielle est plutôt suivie en filière verticale avec différents secteurs, l'automobile, l'aéronautique, suivi à Bercy. L'idée, c'était d'avoir un outil plus transverse qui part du besoin des territoires industriels en partant du constat qu'on a beaucoup de villes en France qui dépendent fortement de l'emploi industriel. On a 75% de l'emploi industriel qui est situé en dehors des métropoles. On voit que la majorité des investissements étrangers, près de 71%, s'installent dans des villes de moins de 20 000 habitants. Et on a une industrie qui est portée par de nombreuses petites entreprises qui travaillent sur plusieurs filières en même temps et qui sont ancrée dans les différents bassins industriels où elle se situe. Et le programme en 2018 a identifié une grosse centaine de territoires, alors aujourd'hui 149 territoires d'industrie, en partant du principe que le meilleur plan d'action pour un territoire industriel, c'est celui défini par ses élus et par ses industries. Donc dans chacun de ces territoires d'industrie, on a des plans d'action qui ont été mis en place. L'idée, c'était de désiloter l'intervention des différents acteurs publics. Et donc autour de la table étaient présents donc, les services de l'État, de la région, des différents opérateurs, avec l'objectif de traiter tous les leviers territoriaux de développement de l'industrie. Donc des sujets en matière de compétences, en matière de foncier, en matière de transition écologique, en matière d'innovation, des sujets qui dépendent d'initiatives locales, qui dépendent de la mobilisation des différents acteurs locaux. Donc on a comme ça 149 territoires d'industrie qui se sont structurés avec des élus, des industriels, des chefs de projet territoires d'industrie et des plans d'action adaptés à chaque territoire. On a des dynamiques très différentes d'un territoire à l'autre, des secteurs très différents. On a des territoires d'industrie qui vont beaucoup travailler sur le foncier, il y en a d'autres qui vont travailler sur le sujet des compétences. Et l'idée, c'était de leur donner carte blanche pour mettre en place la stratégie qui leur convenait le mieux. Donc le programme a désormais plus de 4 ans. Il a fortement été mobilisé à l'occasion du plan de relance, puisqu'on a mis en place un volet territorial du plan de relance industriel. Donc on a près de 2000 entreprises industrielles qui ont été soutenues ces dernières années dans le cadre du programme et environ 1800 actions qui ont été définies par les territoires d'industrie dans cette première génération. Aujourd'hui, on lance un deuxième temps du programme Territoire d'industrie. On a des périmètres qui ont besoin d'être mis à jour. On a des plans d'action qui datent de 2018 ou 2019, donc également à actualiser. On a des enjeux qui sont fortement montés en puissance, notamment les sujets de transition écologique, les sujets de foncier qui n'étaient pas forcément aussi explicites en 2018 au lancement du programme. On a également des outils qui ont changé, qui ont évolué. L'offre de services, elle a beaucoup
évolué dans le cadre du programme ces dernières années. Et donc l'objectif, c'était d'avoir une nouvelle génération de territoires d'industrie, remettre à jour les périmètres, remettre à jour les gouvernances, les plans d'action pour s'adapter aux nouveaux enjeux que connaissent les territoires industriels. Donc cette nouvelle phase, elle a été annoncée en avril dernier par le président de la République et ce lancement de territoire d'industrie, ça constitue le volet territorial de la stratégie de réindustrialisation du pays. Ça a été présenté en même temps que la loi Industrie verte, puisque on est sur les mêmes thématiques et sur un enjeu de territorialisation de ces sujets d'industrie verte, avec donc plusieurs sujets importants qui ont été annoncés. D'abord, une actualisation de la carte. Donc, on est en plein dedans en ce moment. Les territoires sont en train de candidater pour la nouvelle phase. On va revoir les périmètres à jour. On relève demain soir les candidatures et on pourra normalement annoncer la nouvelle carte du programme courant novembre pour avoir justement cette nouvelle génération de territoires d'industrie. Et 2 outils principaux également ont été annoncés à destination des territoires d'industrie. Des outils d'ingénierie et des outils de financement. En matière d'ingénierie, on va déployer un chef de projet territoire d'industrie dans chaque nouveau périmètre. L'idée, c'est d'en faire vraiment la cheville ouvrière du programme, d'avoir une personne qui puisse faire avancer les plans d'action, réunir les élus, les industriels, les acteurs publics, pouvoir diffuser des outils comme le Fonds vert, comme France 2030, pouvoir justement identifier des opportunités en matière de foncier, de compétences. Donc vraiment un technicien couteau suisse sur l'industrie dans les futurs territoires d'industrie. Et la deuxième mesure, c'est une enveloppe de 100 millions d'euros pour soutenir des projets de réindustrialisation verte. On a 4 thématiques cibles et justement, la réindustrialisation verte en fait partie. Et oui, il y a vert hein, dans l'appellation. Alors, en quoi est-ce que c'est vert? Alors, il faudrait un peu plus que 10 minutes pour définir réindustrialisation verte, puisque c'est un sujet quand même très, très vaste. On peut le voir sous plusieurs angles dans son aspect de territorialisation. Déjà, le sujet de réindustrialisation verte, c'est un sujet déjà de transformation des procédés industriels. Ça, c'est un premier point. C'est ce que vous voyez sur la carte. Là, vous avez la carte des plus forts émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc, le premier sujet qui a été entamé depuis déjà quelques mois, quelques années, c'est accompagner la décarbonation de ces sites industriels. Mais ça, à la rigueur, c'est plutôt une vision industrie, process industriel pour décarboner les process. On a en complément de tout ça des éléments beaucoup plus collectifs, beaucoup plus territoriaux, qui dépendent justement des actions des différents acteurs locaux. On a d'abord des sujets de filières vertes, donc des industries qui participent à la transition écologique. Par exemple, alors on a évidemment l'industrie par exemple de l'hydrogène, des batteries qui sont bien connues et qui sont largement relayées puisqu'elles font l'objet de gigafactories, mais c'est loin de représenter l'ensemble du sujet. On a par exemple des sujets, des filières en développement autour du vélo, autour des textiles biosourcés, des filières locales dont la réindustrialisation est vraiment un enjeu de transition écologique des territoires. Si vous regardez les différents scénarios de transition pour atteindre la neutralité carbone en 2050, donc des travaux qu'a produit l'ADEME, un des leviers possible pour atteindre cette neutralité carbone, c'est justement la reconstitution de chaînes de valeur locales, pour moins dépendre des importations et pour restructurer des filières locales. Sur les textiles, par exemple, donc filière qui a largement souffert de désindustrialisation, vous avez des exemples économiques assez aberrants aujourd'hui. Je prends l'exemple par exemple de la filière du lin. La France est le premier producteur agricole de lin au monde. 80% du lin part en Asie pour être tissé et ensuite réimporté sous forme de vêtements ou différents produits textiles. Donc on a un produit qui fait le tour du monde puisqu'on n'a plus cette capacité de tisser le lin et d'avoir toute la chaîne de valeur en France. Et là, on accompagne des territoires, notamment en Hauts-de-France et en Normandie, pour reconstituer la chaîne de valeur. Alors la filière lin, ça peut paraître anecdotique, mais on a comme ça plein d'éléments de filières à reconstituer pour moins dépendre des importations, avoir une empreinte carbone des produits moins forte et mieux valoriser les différentes ressources. On a également des sujets de sobriété qui sont primordiaux dans les territoires d'industrie.
Et justement, un territoire d'industrie est bien placé pour affronter ces problématiques, puisqu'on a déjà autour de la table les élus, les industriels, les différents opérateurs. Et sur ces sujets, on a par exemple des sujets de sobriété hydrique. On a beaucoup de territoires d'industrie avec des sujets de tension d'approvisionnement en eau. Donc dans ce cas-là, l'objectif est de pouvoir mettre en place des initiatives de réutilisation, de partage des flux et d'optimisation des circuits. On a également des sujets de sobriété foncière, j'y reviendrai juste après. Et puis le dernier point, c'est aussi un accompagnement des territoires qui subissent en quelque sorte la transition écologique. On a des sujets offensifs, des nouvelles opportunités à aller chercher, des nouvelles usines à créer, des nouvelles lignes de production, mais on a aussi des territoires qui subissent ces transformations. Je pense par exemple dans l'automobile, toute la chaîne de valeur sur le moteur thermique, aujourd'hui, elle est en sursis, elle a besoin de se diversifier. On a des villes où le plus gros employeur privé est un sous-traitant automobile pour le moteur thermique. Et donc l'objectif, c'est aussi d'accompagner ces territoires. C'est un dispositif qui s'appelle Rebond industriel, avec une enveloppe dédiée de 100 millions d'euros, qu'on déploie avec la Banque des territoires et BPI France pour accompagner ces territoires. Alors vous avez parlé de foncier, parce que la question industrielle a percuté la loi ZAN dont parlait tout à l'heure Benjamin Galep. Effectivement, sur le foncier, donc c'est un des enjeux justement de la réindustrialisation verte. C'est un sujet qui est très fortement monté en puissance ces dernières années avec l'arrivée du zéro artificialisation nette. On a par exemple sondé les différentes intercos avec Intercommunalité de France et le CEREMA sur ce sujet. On a 70% des intercos qui estiment que leur foncier industriel est sous-dimensionné. Donc on a un vrai enjeu à pouvoir identifier de nouvelles surfaces pour accueillir des activités industrielles, mais en intégrant aussi les enjeux de zéro artificialisation nette. Donc ça oblige à repenser finalement la façon dont on construit l'usine. On ne peut plus faire comme il y a 60 ans sur les zones industrielles. On est obligé d'optimiser ces zones industrielles. Donc c'est des sujets sur lesquels on a accompagné quelques territoires pilotes l'année dernière avec une démarche qui s'appelle les sites industriels de demain. Donc on a accompagné une petite dizaine de territoires sur une réflexion sur le devenir de leurs zones industrielles, sur l'optimisation de ces zones. Donc des travaux qu'on a déployés avec la Banque des territoires pour voir comment renforcer l'attractivité de ces zones, comment être plus sobre d'un point de vue foncier, comment avoir une meilleure offre de services. Et c'est aussi un sujet d'image de l'industrie, puisque si effectivement les zones industrielles, comme on peut les voir aujourd'hui, avec des boîtes à chaussures qui se succèdent, qui prennent une place folle, c'est un modèle qui ne donne envie à personne, je pense. Et donc, aussi en termes d'image de l'industrie, c'est une priorité pour beaucoup de villes moyennes. En complément sur ce sujet foncier, on a dans le cadre justement de la loi Industrie verte des sites France 2030 qui ont été présentés. Et le programme Territoire d'industrie a été missionné pour identifier et accompagner au niveau national 50 sites industriels France 2030 pour accueillir des nouvelles activités industrielles. C'est en quelque sorte la suite des sites clés en main, pour ceux qui connaissent. C'est un dispositif qui a été lancé en 2018 avec l'idée d'avoir des surfaces dérisquées pour les investisseurs, où on s'assure qu'il ne va pas rencontrer de problèmes environnementaux, archéologiques, que toutes les conditions sont réunies pour une instruction maîtrisée de son projet et des délais maîtrisés d'instruction. Donc on a une petite centaine de ces sites clés en main qui ont été mis en place à l'époque. Ces sites France 2030, ils vont prendre le relais. L'objectif, c'est d'en avoir une cinquantaine avec l'enjeu de définir un parcours d'accompagnement pour ces sites, identifier différents niveaux de maturité, pour justement accueillir les grandes usines de demain. On a commencé les travaux tout récemment, c'est tout frais, en interministériel, en interservice. Donc on va évidemment travailler avec la Banque des territoires qui développe une offre de services à destination de ces sites. Et donc, dans les tout prochains jours, toutes prochaines semaines, on va commencer les consultations pour identifier ces sites industriels. Donc ça, si vous avez justement dans vos territoires de grandes surfaces à fort potentiel, mais qui ont besoin d'un accompagnement pour arriver au bon niveau de maturité pour justement être commercialisés auprès d'aménageurs, auprès d'investisseurs. Nous, ça nous intéresse très fortement. On a une offre qui sera mise en place. Côté
Agence nationale de la cohésion des territoires, on pourra apporter un appui en ingénierie. Le fonds vert également pourra être mobilisé pour des sujets de recyclage foncier ou des sujets de fonds friches. Je laisserai la Banque des territoires présenter son offre. Mais ça va être vraiment un enjeu majeur pour la suite du programme. Et on reste bien entendu à votre écoute si vous avez justement des pépites cachées en matière de foncier, des grandes friches qui sont bien placées, mais pour lesquelles on a besoin d'avoir un effort collectif pour les remettre au niveau du marché en termes de commercialisation. Et ce sera un enjeu fort de la suite du programme. Alors, merci Jean-Baptiste Guesquin. Je signale au passage, puisque vous vous adressez à ceux qui nous suivent à distance notamment, qu'ils peuvent intervenir via le chat. On me signalera s'il y a des relais, des questions qui sont posées pour qu'on puisse animer les échanges. Alors Camille TV, on vient d'évoquer, Jean-Baptiste Guesquin vient d'évoquer quelques-unes des interventions d'accompagnement que la Banque des Territoires a mis en place en faveur de l'industrie. Est-ce que vous pouvez nous brosser un tableau un petit peu plus complet ? Pardon. Oui, alors je voulais vous brosser en effet le tableau de ce que nous, côté Banque des Territoires, on fait en faveur de l'industrie. Et quand on dit en faveur de l'industrie, c'est à la fois en faveur des industriels, mais aussi bien sûr à destination des collectivités locales et de leurs outils que sont les EPL que vous représentez aujourd'hui. Donc nous, notre objectif, là, c'est de dédier 1 milliard d'euros sur les 5 prochaines années à la relance industrielle au travers de 2 volets. Donc 1 milliard d'euros sur 5 ans, ça fait 200 millions d'euros par an. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que par exemple l'année dernière, la Banque des Territoires, on avait investi 30 millions d'euros sur 13 projets portés par des SEM ou des filiales de SEM sur les sujets de réindustrialisation. Donc on voit qu'on a déjà un certain nombre de projets avec les EPL et on compte bien continuer avec l'équipe d'Isabelle dans cette direction. Donc c'est 1 milliard d'euros. En fait, notre objectif, c'est vraiment de les dédier à 2 volets. Le premier, c'est l'accompagnement vraiment ad hoc de projets industriels en vue d'une industrie décarbonée. Donc ça, on envisage de déployer 600 millions d'euros. Et là, on a 3 axes. Le premier axe, c'est vraiment l'investissement dans tout ce qui est aménagement et immobilier industriel. Donc les murs d'usines, les aménagements de sites industriels. Le deuxième acte, c'est accompagner la transition énergétique et environnementale de l'industrie, avec des projets de décarbonation de l'industrie. Et notre troisième axe, c'est un axe aussi qui est très important, qui est d'accompagner la mutation de la formation vers les métiers industriels. Là-dessus, par exemple, on investit dans des écoles de production et côté Banque des Territoires, et je sais aussi que côté ANCT, c'est pareil. Pour nous, c'est vraiment clé en fait de se dire que la formation, former plus de personnes aux compétences industrielles, c'est indispensable pour continuer la réindustrialisation du pays. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est l'accompagnement des territoires pour vraiment augmenter l'attractivité du foncier industriel avec le préaménagement et le prééquipement de 30 à 50, ce qu'on appelle Site France 2030, sur les 5 prochaines années. Donc là, c'est vrai notre objectif, ce que disait Jean-Baptiste, c'est vraiment de travailler avec vous pour identifier ces sites et puis ensuite les développer ensemble pour en faire des sites qui soient le plus près possible pour accueillir les industriels tout en restant bien sûr modulaires pour qu'ils soient adaptables aux industriels qui voudront venir sur les sites. Et dernier volet, qui est un volet aussi très important, qui est qu'on accompagne les stratégies industrielles territoriales. Donc on finance notamment des études d'ingénierie pour aider les collectivités locales ou les EPL à réfléchir vraiment sur la stratégie industrielle. Et puis on met en place des outils digitaux. J'en parlerai un peu plus en détail dans quelques instants. Donc, premier sujet, c'est notre offre vraiment à destination des projets industriels. À destination des projets industriels. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qui est écrit ici, mais l'objectif, c'était vraiment de vous dire que sur les sites industriels, on peut apporter des financements vraiment sur un grand nombre de projets. Par exemple, sur la mobilité, on peut financer des bornes de recharge électrique sur les sites industriels. On peut, sur tout ce qui est transition énergétique et environnementale, on peut financer l'installation de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment ou rénover des bâtiments pour avoir un meilleur impact énergétique. Sur le numérique, on peut implanter la 5G industrielle, déployer
la 5G industrielle sur un site. Et puis après, il y a tous les sujets d'économie circulaire, de recyclage des déchets. Donc voilà, sur tous vos sites industriels, sachez que côté Banque des Territoires, on peut vraiment accompagner tous les projets de décarbonation et les projets numériques portés par vos sites. Ensuite, sur les sites France 2030, donc là, on travaille vraiment main dans la main avec Jean-Baptiste et nos équipes. Donc l'objectif, c'est vraiment de prévoir des sites qui soient à la fois attractifs aux industriels, prêts le plus rapidement possible pour leur installation, tout en restant modulaires. Et pour ça, on est convaincu côté Banque des Territoires que vraiment les EPL sont un des acteurs clés. Les EPL ont plusieurs atouts, votre ancrage bien sûr territorial, vous connaissez très très bien les territoires, les compétences que vous avez déjà dans vos structures, et puis l'agilité aussi pour permettre d'accélérer le projet. Donc nous, on ambitionne vraiment de travailler avec vous sur ces sujets, et comme le disait Jean-Baptiste, vous pouvez aussi nous remonter directement, enfin passer par les deux canaux, de toute façon on partage toutes les informations, mais si vous avez des sites sur lesquels vous voulez qu'on travaille ensemble. Alors j'ai mis ici l'exemple de démarche d'un site industriel inspirant, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui va être présenté juste après. Et puis que vous n'avez pas le temps. Et puis j'ai pas le temps, et puis il va être présenté juste après. Sur le portail du foncier d'activité économique, qui est le dernier sujet que je voulais vous présenter, en fait, on est en train de préparer un portail qui sera lancé d'ici la fin de l'année, qui est un portail qui sera notamment très utile pour les collectivités locales et leurs outils que sont les EPL. Donc, c'est un outil qui aura 3 objectifs. Premier objectif qui est de recenser l'offre de foncier et d'immobilier disponible et d'identifier donc du nouveau foncier disponible, notamment pour des implantations industrielles. Deuxième objectif, ce sera de qualifier la demande des entreprises et d'adapter, de développer les outils de portage des projets. Et puis, troisième objectif, bien sûr, faciliter l'accueil des projets industriels et logistiques et favoriser les meilleures pratiques en matière d'aménagement et de gestion du foncier. Et pour ça, on s'appuiera notamment sur des initiatives qui sont déjà développées par certaines régions ou par les EPCI. Notre portail, il vise deux cibles, donc les collectivités locales et bien sûr leurs outils que sont les EPL. L'objectif pour les collectivités locales, c'est vraiment d'aider les collectivités à mieux connaître leur foncier. Certaines le connaissent déjà très très bien, mais d'autres avec lesquelles on travaille, on voit qu'il y a une connaissance plus parcellaire. Notre objectif, c'est vraiment que dans le cadre du ZAN, les collectivités locales aient une connaissance vraiment approfondie de leur foncier, et qu'elles puissent mettre en place une démarche de stratégie liée à leur foncier, liée à la sobriété foncière et en même temps à l'implantation de nouvelles activités. Et pour les entreprises, l'objectif du portail, c'est bien sûr de les aider à trouver du foncier et de les aider à leur démarche de développement en France. Bon, merci. Vous avez été très rapide, mais malgré ça, le temps est très serré. Malgré tout, s'il y a des questions, on peut peut-être les relayer. Il n'y en a pas en ligne. Si, et là. Allez-y. Je vous en prie. Dans la conversation, 2 questions ont été posées. Une première question sur les critères de sélection pour les sites France 2030. Qu'est-ce qu'un grand site industriel? Y a-t-il un critère de dimension? C'est exactement le genre de question qu'on est en train de se poser en ce moment avec justement les différentes administrations concernées. On a 2 types de critères. Déjà, le plus important, ça va être des critères d'opportunité économique. On veut s'assurer d'avoir des sites qu'on puisse commercialiser à terme et qui puissent intéresser des investisseurs. Donc on cherche des sites qui sont bien intégrés dans un bassin industriel, avec un accès privilégié à des infrastructures, dans un bassin d'emploi avec des compétences industrielles. Donc déjà, voilà, la première catégorie de critères, ça va être des critères d'opportunité. On ne va pas chercher des sites qui seront invendables. Le deuxième type de critères, ça va être des critères de compatibilité. On va chercher quand même des terrains sur lesquels il n'y a pas d'éléments rédhibitoires pour en faire un site industriel à terme. Donc, par exemple, pas de contraintes environnementales majeures, compatibilité sur les différentes règles d'urbanisme, un portage foncier maîtrisé, des choses qui nous permettront de travailler justement et d'avoir un parcours d'accompagnement qui concrètement avance et ne soit pas bloqué par des éléments rédhibitoires. Donc des critères d'opportunité, des critères un peu d'opérationnalité. En termes de surface, on vise plutôt des grandes surfaces, mais
a priori, on ne partirait pas sur un seuil précis. L'idée, c'est d'avoir une mixité de différents types de sites, puisque on a des investisseurs très différents qui cherchent des surfaces. On n'a pas que des gigafactories. On a par exemple des startups industrielles qui souvent ont besoin de surfaces plus petites. Et donc l'idée va être finalement d'avoir différents types de fonciers à proposer. Donc plutôt des grandes surfaces, mais sans en faire un élément trop strict en matière de sélection. Merci Jean-Baptiste Guesquin. Autre question ? Oui, une autre question sur le financement annoncé, peut-être une clarification. Il y avait une enveloppe de 1 milliard d'euros de soutien qui était annoncée. Est-ce qu'il s'agit des fonds prévus pour la dépollution, et notamment la dépollution lorsqu'elle doit intervenir en amont de l'identification d'un prospect pour accélérer la reconversion du site ? Alors, les 1 milliard d'euros qu'on va dédier à la relance industrielle, il y a différentes mesures. Dans ces mesures, sur les sites industriels, dans ces mesures, on pourra travailler sur les sites industriels qui aujourd'hui sont pollués et on pourra travailler avec les sites à la dépollution. Maintenant, il faut qu'on voit tout l'équilibre, bien sûr, économique du site de façon globale. Mais oui, il pourra y avoir de notre côté, Banque des Territoires, une partie qui sera dédiée à la dépollution. Et puis sur la dépollution, on travaille aussi avec le fonds vert. Le fonds vert aujourd'hui apporte des subventions à la dépollution. Vous pouvez peut-être préciser, rappeler que les fonds apportés par la Banque des Territoires viennent en complément, en complément, des fonds mobilisés par l'État sur le budget de l'État, n'est-ce pas ? Exactement. Non, complètement, c'est des budgets qui sont bien distincts. Sur la dépollution, voilà, il y a une enveloppe du fonds vert qui permet de dépolluer les friches. Et une enveloppe ADEME en particulier. C'est ça. Et le milliard présenté par Camille n'est pas un milliard du fonds vert, c'est bien des enveloppes différentes. Dans les enveloppes que j'ai présentées, donc j'ai présenté, si vous avez eu le temps de regarder, donc 2 fois 100 millions d'euros. Il y a 100 millions d'euros pour la réindustrialisation de filières vertes. Ce sera du fonds vert, mais c'est une extension du fonds vert. Et donc là, ce sera pour soutenir des projets d'entreprises industrielles qui s'inscrivent dans un projet de territoire. Et il y a une deuxième enveloppe de 100 millions d'euros. Donc ça, c'est pour la reconversion des territoires en fragilité, opérée d'ailleurs aussi avec la Banque des Territoires. Et là, c'est bien également une autre enveloppe, c'est du France 2030. Donc toutes les enveloppes citées sont bien distinctes. Ok, c'était important à rappeler. Merci, je pense qu'on va clore là ce moment, parce qu'il faut qu'on tienne nos horaires. Je vous remercie beaucoup Camille et TV, merci Jean-Baptiste Guesquin. Nous allons rentrer maintenant dans des cas concrets avec d'abord Vincent Malfer, le directeur général du groupe CERL à Lyon. Pour évoquer ce projet que vous avez montré rapidement à Lyon-Paris tout à l'heure, Camille et TV, et que nous avons défini, vous allez me dire si c'est juste, Vincent Malfer, comme un cas d'accompagnement un petit peu pointu, complexe et généralisable certainement, d'accompagnement du changement de destination, toujours industriel, mais d'un site abandonné par Bosch en l'occurrence, et c'est le projet usine à Lyon-Paris. Alors. Oui, bonjour à tous, ici et en visio. Je vais juste déclencher mon chrono, sinon je me fais un gronder après. Il y a des pros quand même ici. Oui, effectivement, un projet d'accompagnement plus que ça, parce qu'on est vraiment on devient acteur du renouveau industriel avec ce projet. Déjà préciser d'où je parle avec quelques mots sur la SEM, si ça veut bien passer. Oui. Voilà, la CERL, c'est une SEM constituée à la fin des années 50. Qui a développé son expertise autour des métiers de l'aménagement, de la construction, comme dans beaucoup de nos territoires. Spécificité, on a développé depuis maintenant plus de 10 ans une filiale immobilière, donc qui s'est déployée sur différents projets. Vous voyez, elle qui a fait des petits, puisqu'elle a elle-même 12 filiales et participations dans des sociétés de projets, et puis une filiale dédiée aux énergies renouvelables. On est aujourd'hui 95 collaborateurs, 11 millions d'euros de produits opérationnels, de prestations vendues. C'est hors produits locatifs générés par nos filiales. Et on s'est vu adosser il y a quelques mois une SPL sur les mêmes métiers, donc pour compléter notre offre à destination des collectivités du territoire. Alors le projet
usine Lyon-Paris, c'est un projet où il faut se replacer en 2017, donc qui démarre en 2017, avec une collectivité, c'est toujours le cas, qui fait du développement industriel un de ses piliers de son développement économique. Hein. Lyon est une des grandes régions industrielles de France. À côté de ça, la Serle, j'ai commencé à le dire, mais dispose à cette date-là d'un certain nombre de compétences qu'elle a construites au fil du temps, notamment grâce à Filiale Immobilière, mais aussi sur tous les projets d'aménagement ou de construction qu'elle a pu mener, en capacité de mener un projet immobilier d'ampleur. Et puis c'est pas la moindre des choses, on avait aussi des capacités à investir à ce moment-là du fait des résultats générés par nos activités les années d'avant. Donc se poser la question finalement sur quoi investir et avec quelles ambitions. Et cette réflexion qu'on a menée dans le cadre de notre projet stratégique, elle a rencontré une opportunité donc sur un terrain non pas abandonné par Bosch, j'y reviendrai, mais en tout cas cédé par ce propriétaire qui souhaitait engager la cession d'une partie d'un de ses sites à Vénissieux. Donc Vénissieux, vous le voyez, Vénissieux, vous voyez, on est vraiment à proximité immédiate du cœur de la métropole. On est même dans le cœur de la métropole de Lyon. On est à un peu plus de 6 km de Bellecour. Donc vous voyez, on est vraiment dans le cœur de l'agglo. C'est un site qui est desservi par le tram d'un côté, le métro de l'autre. Donc on est quand même dans une plaque industrielle extrêmement connectée. Et donc d'où l'idée de faire de ce site-là un site pilote, ou en tout cas totem ou exemplaire de ce que peut être le renouveau industriel en ville. Donc c'est ça le pari qu'on va faire avec Bosch. Donc vous voyez le site qu'on acquiert en 2020 et fait un peu plus de 10 hectares. Vous le voyez adossé une pastille verte juste en dessous, qui est le site que conserve Bosch, donc qui conserve une activité et qui cède donc 10 hectares de bâtiments occupant la partie occidentale de la passerelle, de la parcelle, et une partie orientale qui, elle, pouvait accueillir des développements immobiliers. Donc finalement, c'est cette caractéristique va être au cœur du projet qu'on va proposer. Alors, on fait une offre dans le cadre d'un processus de mise en concurrence. On était deux concurrents, donc un promoteur et puis nous. Très tôt, on affiche des principes forts. D'abord, l'industrie en ville, je l'ai dit, c'est ça l'objectif du projet. Donc, on n'est pas dans un changement de programme, de destination de cette parcelle, ce qui va très bien à Bosch, qui souhaite savoir ce qui va s'installer à côté de chez lui, parce qu'il y a aussi une question d'acceptabilité, on y reviendra peut-être. Également, l'orientation très vite prise de proposer des immobiliers de toute taille à la location. Donc on est dans un investissement patrimonial dès le début, porté par une structure ad hoc qui s'engage dans la durée sur la conservation de ces biens. Cette structure ad hoc, vous en voyez la structure à droite, donc c'est une SAS qu'on monte autour de notre filiale Serlimo, avec l'appui finalement très tôt de la Banque des Territoires et de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, qui est un des actionnaires de la SEM et qui vient compléter le tour de table. Vous voyez, assez tôt finalement, une fois que notre offre est retenue. Et puis l'idée aussi de faire de ce site conserver l'unicité du site, donc pas le découper en morceaux, proposer des services communs et développer sur ce site une forme d'exemplarité environnementale aussi liée à sa situation en ville. Donc le partenariat avec Bosch est finalement installé assez tôt. Ils ont adhéré à notre proposition, adhéré à notre méthode aussi, qui consistait à valoriser leurs biens à rebours. Donc on leur a dit quelle programmation on projetait sur leur site, quelles hypothèses de loyer on pouvait prendre, quelle sécurisation on pouvait avoir de ce projet. Et on en a déduit une valorisation, donc on a partagé avec eux et à laquelle ils ont adhéré. Donc ça met aussi l'accent sur l'importance du partenariat qui peut être noué avec le propriétaire. Il est certain que s'il est dans un pur objectif de valorisation, on n'a pas le même type, on peut pas avoir le même type de démarche. Alors on est sur un site qui présente plusieurs points forts, hein, qui est donc voilà, projet réplicable, mais aussi projet qui par certaines mesures coche un certain nombre de cases
favorable à son développement. D'abord sa localisation, je l'ai dit, en cœur d'agglo, à proximité du périphérique, je ne l'avais pas mentionné. C'est aussi un site qui a été très bien entretenu par son propriétaire, même s'il n'y déployait plus beaucoup d'activités, il a quand même continué à l'entretenir, ce qui fait que l'ensemble de ces biens immobiliers était quasiment en intégralité relouable immédiatement, donc ce qui pour un business plan d'investisseur est important. La dépollution était quasiment terminée quand on est arrivé, des pollutions engagées pour maintenir l'activité industrielle. Et puis, je l'ai dit, une qualité de partenariat qui a fait qu'on a pu travailler finalement assez vite en confiance sur les conditions de cette acquisition qui s'est faite dans un processus assez linéaire finalement, sans trop d'à-coups. Donc le projet sur lequel on a atterri, donc vous voyez là un photomontage, en gros ce qui n'est pas couvert de panneaux photovoltaïques est l'existant, l'ensemble des nouveaux projets immobiliers, des nouveaux immobiliers devant faire l'objet de toitures photovoltaïques. Donc 62 000 m² d'immobilier à la location à terme, 30 000 qui sont déjà existants, le reste à développer, dont 10 000 qui sont en construction, ce sont les 2 bâtiments en bas de la parcelle. Donc ça pourrait être 80 millions d'euros d'investissement au total porté par la SAS. Donc ce qui finalement, pour nous, avec notre part de capital et les modalités de financement du projet, correspond à une mise de fonds de 6,8 millions d'euros à terme. Donc on voit bien l'effet de levier aussi que l'économie mixte peut dégager sur ce type de projet avec ses partenaires financiers, puisque la collectivité, par notre intermédiaire, garde un regard fort sur le projet qu'on développe sans pour autant y mettre 1 euro. En tout cas en dehors du capital qu'elle a mis dans sa SEM. L'objectif, c'est d'avoir un site partagé, donc entre 20 et 25 utilisateurs, donc on n'est pas sur un site mono-utilisateur. On a des immobiliers qui vont de quelques centaines de mètres carrés à 10 000 mètres carrés pour les plus grandes halles, et donc avec à terme entre 800 et 1000 emplois visés. Ce projet-là, il déploie l'intégralité des métiers de la SEM, d'où l'importance de aussi s'appuyer sur un opérateur qui a pu développer ces métiers. Donc on a parlé d'aménagement, on a parlé de construction, on peut parler aussi de programmation des bâtiments. On a des programmistes en interne qui ont réfléchi à la façon dont il fallait construire ces immobiliers-là pour qu'ils soient le plus adaptés aux multiples usages possibles que ces bâtiments peuvent avoir au cours du temps. On a également des équipes pour commercialiser, pour faire la gestion locative, gérer la vie sociale de la société, ses financements, exploiter, animer le site. Et j'en profite pour saluer 2 personnes qui sont en visio, qui sont Yves Molina et David Bélanger, qui portent ce projet depuis quelques années avec succès. Donc je ne vais pas commenter cette diapo, je voulais simplement insister sur l'aspect partenarial du projet, puisque voilà, il est monté avec les collectivités, le Grand Lyon, collectivité compétente en matière de développement économique, la ville de Vénissieux, territoire d'accueil du site, la Ruche industrielle qui est au cœur du projet, qui est une association d'industriels qui fait de l'innovation collaborative, donc qui s'installe au cœur de notre site. Et puis, bien sûr, les acteurs d'usine. Alors, ça se traduit très concrètement par des échanges réguliers avec les comités de quartier, avec la collectivité sur ce qui se passe dans cette parcelle. Il s'agit de lever les doutes ou les craintes sur un redéploiement industriel en cœur de ville. On a également un comité de suivi de commercialisation et d'implantation réunissant les collectivités concernées, donc pour leur partager les prospects et ce qui est en train de se passer sur le site. C'est vraiment notre compétence d'aménageur qui nous fait sortir de notre pur périmètre foncier pour aller vérifier la bonne accroche finalement de notre projet à son écosystème. Et donc, on déploie un projet labellisé site industriel clé en main. C'était l'exemple que vous aviez retenu. Vous avez prévu de faire du teasing, vous n'avez pas pu le faire, mais je note l'effort. Site industriel clé en main, donc ça veut dire que voilà, le site est intégralement dérisqué. On a des industriels qu'on est capable d'installer en quelques mois, 3 à 4 mois. Voilà, chaque locataire porte son ICPE. Ça, c'est quand même important. On n'a pas d'ICPE à l'échelle du site parce que c'est beaucoup trop de contraintes posées ensuite sur chacun des prospects. Et puis un certain nombre d'aménités qui sont apportées par la SAS. Alors on peut parler des aménités autour de l'énergie. On a branché le site sur le réseau de chauffage urbain, donc ce qui nous permet de décarboner l'énergie consommée de près de 40%. On a une production centralisée de froid sur le site. On
déploiera des panneaux photovoltaïques. Bon, ça devient presque obligatoire sur ce type de projet. On a également des aménités portées collectivement, enfin en tout cas portées par nous au titre du collectif et payées par les charges communes autour de la sécurité du site. Donc on a un poste d'accueil commun, on a une sécurité incendie assurée 24 heures sur 24. Donc autant de choses qui simplifient la vie finalement de nos locataires et renforcent l'idée de plugger leur projet finalement sur notre site. Et puis, si on va plus vers les services aux salariés, aux usagers, donc tous les sujets autour de la mobilité, j'ai dit, il y a le tram, il y a le métro, on a également développé des bornes électriques, des stationnements vélos sécurisés, et puis déployer sur le site un certain nombre de services aux usagers, enfin aux salariés. Autant d'éléments qui, quelque part, participent aussi à l'attractivité de l'industrie. Voilà, un des sujets de nos clients, c'est aussi de trouver des salariés. Alors, c'est peut-être moins compliqué à Lyon qu'ailleurs, mais on a quand même malgré tout des sujets d'accessibilité de ces sites-là, des sites industriels par la main-d'œuvre qui y travaille. Et donc, le choix de ce site-là pour y réimplanter l'industrie et les services qu'on y apporte sont un des éléments majeurs de positionnement pour ce type de projet. On a également porté un certain nombre d'ambitions environnementales. Voilà, la Banque des Territoires y était attachée, nous aussi, ça fait partie de notre raison d'être, de soutenir les transitions écologiques et économiques. Alors ça porte évidemment sur le bâti, avec une réhabilitation de l'ensemble des bâtiments existants, en évitant un maximum la démolition. On n'a quasiment rien démoli. C'est aussi l'intérêt d'avoir un propriétaire qui a fait son travail de propriétaire avant. On est également sur des hauts standards d'ambition sur les bâtiments neufs. Alors on est label BREEAM Very Good sur tous les bâtiments neufs qu'on construit. C'est quasiment un niveau de consommation du tertiaire, donc ce qui n'est pas courant sur ce type de bâtiment. Et puis j'en ai parlé sur les sujets énergétiques, réseau de chauffage urbain, toiture photovoltaïque en autoconsommation collective. Et puis des sujets un peu plus techniques, mais malgré tout importants, de la désimperméabilisation des sols qui l'étaient déjà, quelque part pour compenser ou en tout cas contrebalancer l'imperméabilisation qu'on va faire des terrains de sport qui constituaient la réserve foncière de la parcelle. On a également mené une expérimentation de fertilisation de sol sur ce site. Donc les terres qu'on a excavées sur ce site sont amendées par des composts produits in situ par un de nos locataires. Et puis l'accessibilité, je n'en parle pas. Donc on a été retenu en 2000... je ne vais essayer de ne pas me tromper de date, retenu en fin 2019, propriétaire fin 2020. On a commencé à travailler avec Bosch avant d'être propriétaire à la commercialisation du site et à l'accueil de nouveaux prospects. Alors, vous voyez là, on a aujourd'hui très occupant, 380 emplois redéployés sur le site. Ce qu'on peut dire, pour les caractériser un peu, c'est qu'effet des financements BPI et fonds d'amorçage de la métropole de Lyon et de Saint-Étienne, on a la moitié de nos locataires qui sont des start-up qui passent de la preuve de concept à la chaîne de production, donc à des échelles plus ou moins grandes, mais on a une belle histoire avec notamment Symbio, qui est une co-entreprise entre Forestia et Michelin, qui fait des piles à hydrogène pour équiper les véhicules utilitaires. Et donc, qui a commencé à installer sa chaîne de production sur usine, d'abord sur une tram, puis 2, puis 4, et qui s'est vu livrer il y a quelques semaines une usine à Saint-Fond, donc à quelques kilomètres d'ici, pour vraiment changer d'échelle et poursuivre son déploiement industriel. Symbio a aussi contribué à faire venir Oriba, qui est une entreprise qui est spécialisée dans les tests et les mesures d'efficacité des équipements industriels, et donc qui est un des structures qui accompagne le développement de Symbio dans sa performance industrielle. Donc ça, c'est pour voilà, la moitié des locataires, c'est des startups qui passent à la chaîne de production. L'autre, ce sont plutôt des industriels installés. Donc vous voyez Bosch, qui est un de nos locataires après nous avoir vendu. Vous voyez Leblanc. Et puis on a également quelques structures de l'écosystème industriel. Donc la rue, j'en ai parlé, association d'industriels qui fait de l'innovation collaborative. Elise est une fondation destinée à
à favoriser le lien entre la société civile et l'industrie, notamment à faire la promotion de l'industrie, donc qui est accueillie dans nos sites, chez nous, et puis Déméter est la structure qui gère le fonds d'amorçage de la métropole de Lyon et de Saint-Étienne, qui est aussi sur notre site. Donc on a là un écosystème assez complet, avec un trait commun à chaque fois, c'est la décarbonation. Ouais, toutes ces entreprises œuvrent dans ce champ-là. Quelques leçons à tirer de cette expérience-là pour terminer. Bon, je vais enfoncer une porte ouverte pour les aménageurs qui sont là, mais la connaissance du site et son état sont évidemment un facteur clé de réussite. Savoir où on met les pieds, et si c'est en bon état, c'est encore mieux. On est en train de développer un projet un peu plus au sud de l'agglo à Givors, où on est dans un site pollué, voilà, qui est avec des bâtiments en moins bon état, et on a fait appel au fonds vert pour compenser et nous accompagner dans notre bilan d'opération sur un modèle assez similaire, un portage par une SAS du redéveloppement de ce site. L'importance de l'alignement avec les objectifs du propriétaire. Donc s'il est sur une recherche uniquement de valorisation foncière, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans les mêmes logiques que dans le cas qu'on a eu avec Bosch. Voilà, on a connu un échec très clairement sur un site dans la métropole de Lyon, où l'objectif du propriétaire était de se départir au plus vite et au plus cher de son foncier, donc en refusant toute condition suspensive liée à des autorisations d'urbanisme ou des découvertes fortuites. Bon, ça c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles à assumer pour nous. Autre point, le partenariat avec les collectivités, qui est évidemment central, pour plusieurs raisons. La première, c'est pour aider à nous sourcer sur ce type de mise en concurrence. Pour les industriels, c'est pas forcément un écosystème sur lequel on est en tant que SEM d'aménagement parfaitement branché. Alors c'est peut-être moins le cas, Bernard, tu nous en parleras dans ton territoire, mais voilà, si la métropole de Lyon à un moment nous avait pas tiré par le manche en disant regardez ce qui se passe du côté de Bosch, et si elle n'avait pas dit à Bosch intéressez-vous à notre SEM, je ne sais pas si on aurait pu entrer dans le processus. Je sais pas si ça ne veut pas dire qu'on gagne à tous les coups. D'ailleurs, on a des contre-exemples. Mais en tout cas, il y a une forme de sourcing, de partenariat avec la collectivité qui sert à ça. Également, partenariat avec la collectivité sur les objectifs du projet qu'il faut qu'on partage avec elle. Et puis ensuite, dans la mise en œuvre du projet, sur le repérage des prospects, leur accueil, leur accompagnement, ce qui est peut-être plus classique. Partenariat avec notre gouvernance, on a sur un projet de cette ampleur 80 millions d'euros en fonds propres, on ne fait pas ça tous les jours. On reste une PME à 95 personnes. Donc là, on est passé plusieurs fois en comité d'engagement, plusieurs fois en conseil d'administration pour bien expliquer à notre gouvernance où on mettait les pieds et cranter finalement chaque étape de développement du projet. Ce qui fait que la confiance a été préservée tout au long du processus. Et puis évidemment, avec nos co-investisseurs, Banque des Territoires, Caisse d'épargne, cette confiance-là nous ayant permis aussi de lancer en blanc les 10 000 m² qu'on va livrer en octobre, qui vont être livrés en octobre. Ça paraît rien, mais un industriel, si on lui dit vous pouvez vous installer, mais il faut attendre 18 mois de chantier pour pouvoir commencer à installer votre process, en fait, il va voir ailleurs. Il a besoin d'une réactivité entre 0 et 6 mois, quoi. Donc c'est ça qu'apporte le pari en blanc, et on ne voit pas comment on aurait pu faire autrement. C'est un pari gagnant en plus, parce qu'on a rempli à 70% les bâtiments avant qu'ils soient livrés. Donc voilà. Autre point, l'importance de l'accompagnement technique des prospects. Donc ça, c'est vraiment l'équipe projet et les compétences qu'on y met. Donc on est allé recruter à l'extérieur, et c'est le point d'après, recruter quelqu'un spécialisé dans la gestion de sites industriels, donc capable de comprendre les besoins des industriels et les retraduire sur nos propres infrastructures de propriétaires. Donc c'est une compétence qu'on a acquise avec Usine et qu'on a vendue ensuite sur un autre de nos projets, qui est l'hôtel de logistique urbain sur le port Édouard Herriot, où la société d'investissement, avec aussi la Banque des Territoires, mais d'autres partenaires, avait besoin de ce type de compétences. Donc c'est quelque chose d'intéressant. C'est aussi des projets, comme on est sur fonds propres, on peut tester des choses aussi plus facilement que dans des cadres de prestations plus classiques ou de concessions d'aménagement. Donc on a un site support d'innovation également,
Ce qui permet aux équipes, entre parenthèses, de se régaler en testant des choses, hein, avec pas mal de liberté. Et puis, dernier point, la gouvernance. À l'occasion de l'engagement de ce projet-là, qui était un projet lourd en fonds propres, mobilisant des fonds sur plusieurs années, on a été amené en place à revoir la façon dont fonctionnait notre comité de suivi des risques, puisque d'une logique de contrôle a priori des offres que l'on déposait avec notre comité d'engagement, on est passé dans une logique de suivi au fil de l'eau de la mobilisation de nos fonds propres, projet par projet. Donc on a un grand tableau où chaque projet d'investissement, à chaque projet d'investissement correspond année par année la mobilisation des fonds propres que ça nécessite, de manière à pouvoir en déduire finalement combien d'argent il nous reste pour mener de nouveaux projets. Ça paraît un petit détail, mais c'est quand même mieux quand on sait dans quelle situation on risque d'être dans 4 ou 5 ans. Voilà, tout ça se traduit aujourd'hui par une étude qu'on a engagée avec l'appui de la Banque des Territoires sur une stratégie foncière et immobilière que la CERL, le groupe CERL pourrait déployer en s'appuyant sur cette expérience, mais aussi sur d'autres, au service de la réindustrialisation en particulier, et en complément des autres acteurs des territoires. Il ne s'agit pas de dire on va faire ce que la métropole de Lyon, par exemple, fait beaucoup de maîtrise foncière, on ne va pas la faire à leur place. Par contre, il y a peut-être un certain nombre de cas de figure où ça peut être intéressant de s'appuyer par nous. Usine en est un exemple, on espère en développer d'autres. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'actualité de ce projet, on a un compte LinkedIn dédié, Usine Lyon-Paris, donc n'hésitez pas à vous y connecter. Et maintenant, je peux répondre à vos questions. Merci. Alors, si on a... Ça suscite des commentaires au premier rang, en tout cas. Hein, les porteurs de fonds et d'aides là, sont mobilisés sur ce genre de trucs. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y en a à distance? Il y a quelques questions en ligne, notamment sur les conditions de location et de gestion du site. Une question sur les surfaces minimales qui sont louables sur le site, également sur les niveaux de loyer qui sont pratiqués. Et sur la gestion des espaces communs, est-ce que vous avez dû mettre en place une ASL, une rétrocession à la collectivité? Alors, il n'y a pas d'ASL parce qu'on est les seuls propriétaires. On est propriétaire de tout. On reste propriétaire dans tout le périmètre du projet. Hein. On s'est laissé la possibilité de céder certains lots si vraiment un prospect très intéressant venait avec la nécessité d'être propriétaire, mais c'est vraiment pas comme ça qu'est construit le business plan. Sur les surfaces, on est de l'ordre de quelques centaines. Alors, David Bélanger, qui est le directeur de projet en ligne, il pourra peut-être répondre par le chat, mais pour moi, on est de l'ordre de 100 à 200 mètres carrés au minimal, jusqu'à 10 000, voire plus, hein, parce qu'on a des halles voisines qui font chacune 10 000 mètres carrés. Les niveaux de loyer, alors chaque marché est différent, mais on est sur le marché normal. Enfin, voilà, on est sur un niveau de loyer correspondant au marché lyonnais. On a peut-être un niveau un peu inférieur au marché, mais vraiment, on n'est pas dans du loyer industriel abordable s'il faut transposer cette notion-là à ce type de produit. On a par contre des charges communes qui sont relativement importantes, et donc c'est cet équilibre-là finalement global entre le loyer pratiqué et les charges appliquées, parce qu'il y a quand même un certain nombre de services communs qui rend le site compétitif ou pas. Ce qu'on constate, c'est que ces sujets économiques n'ont pour l'heure pas fait fuir de prospects. Voilà. J'ai répondu à toutes les questions ou pas? Oui. Alors, l'ordre de grandeur, David, si tu m'écoutes, je pense qu'on est de l'ordre d'une centaine d'euros du mètre carré, sans les charges. David me corrigera évidemment, parce que je ne suis pas dans les processus de commercialisation. Non, mais je pense que tout le monde peut lire le chat au fur et à mesure qu'il se déroule. Donc, c'est un sujet vraiment important avec l'acceptabilité qu'on n'a pas développée, qu'on pourrait, parce que l'industrie en cœur de métropole, en cœur de ville, c'est d'abord un sujet de coût du foncier. La plupart du temps, l'industrie est chassée parce qu'elle ne peut pas payer les loyers que vont payer les bureaux ou le logement. Là, vous réussissez quand même un tour de force. On réussit un tour de force, je ne sais pas. En tout cas, le raisonnement avec une valorisation issue des hypothèses de commercialisation et de loyer qu'on a estimé pouvoir pratiquer, c'est ça qui rend l'exercice possible. C'est sûr que si au lieu de
je ne vous dirai pas combien on a acheté le site, mais si au lieu de le payer 100, on l'avait payé 130 ou 140, on ne serait pas sur les mêmes niveaux de loyer, ou en tout cas, on participerait, enfin, on ne générerait pas les services communs qu'on peut générer. On aurait adapté le projet, quoi. Donc ce système de valorisation à rebours, finalement, est une des clés de succès du projet. C'est-à-dire qu'on est parti des loyers acceptables, et on a eu en face de nous un propriétaire qui était en mesure d'entendre ce raisonnement, aussi parce qu'il voulait que, vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de sa maison mère, expliquer que le site n'était pas vendu à la découpe pour d'autres usages, mais qu'il restait bien industriel, avec un petit côté intéressé, parce qu'il nous loue encore des surfaces. Hein, donc, et puis, il y a un certain nombre de services communs dont ses salariés pourraient bénéficier, notamment un restaurant interentreprise qu'on essaie de monter. Voilà, donc pour un industriel, savoir ce qui se passe autour de lui est quand même un des éléments importants de signal par rapport à la pérennité de son implantation. Donc on avait ces conditions-là ici réunies. Du point de vue de la destination des sols, est-ce que le secteur était encadré Il était industriel, donc on n'a pas eu à modifier. Mais par ailleurs, c'était une protection contre des mutations sauvages vers le logement Oui, après, ça n'empêche pas certains investisseurs ou porteurs de projets de prendre position sur des sites en attendant que les règles changent, soit qu'elles soient adaptées. Voilà. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a pu enchaîner très vite. Hein. C'est que finalement, d'un point de vue urbanistique, on a eu à déposer un permis d'aménager. Et après, on a pu tout de suite déployer le projet. Et sur l'acceptabilité vis-à-vis de l'entourage, est-ce qu'il y a des habitants? Comment est-ce que ça se passe? Oui, il y a des habitants. On le voit sur la localisation. Sur une des photos. Voilà. Vous voyez là. Hein, donc on a un lycée automobile qui est juste en face. On a des copropriétés sur la phase est. Donc on est vraiment dans un système urbain, quoi, hein. On a une surface commerciale de l'autre côté du boulevard. Voilà. Donc là, la façon dont ça a été traité, c'est qu'on est allé très tôt voir les comités de quartier pour leur expliquer ce qui allait se passer, la nature des activités qu'on souhaitait accueillir sur ce site, et ce qui a été de nature... ce qui s'est concrétisé par le fait qu'au moment de l'instruction du permis d'aménager, finalement, on n'a pas eu de soucis. Et ce contact-là, on cherche à le garder, notamment parce qu'un de nos objectifs, c'est de promouvoir l'industrie. Et la meilleure façon de le promouvoir, c'est de ne pas être en conflit avec nos voisins. Mais l'industrie ne fait pas peur aux habitants? Moi, j'étais pas personnellement dans les réunions de concertation. Ils sont attentifs à ce qui s'y passe. Oui. C'est quand même un site qui a fonctionné jusqu'à la fin des années 90 dans son intégralité. Ouais. Bosch est encore là. Vénissieux est une terre d'industrie. Il y a Renault Trucks, il y a la SNCF, il y a quand même beaucoup d'industriels. Donc bon, on n'est pas non plus dans un tissu pavillonnaire de gens qui bossent à la Pardieu dans des bureaux, quoi. Ouais. Je ne sais pas où ils bossent, ces gens-là, mais en tout cas, sur Vénissieux, on a un terreau industriel qui est historique. Donc, ils sont attentifs à la nature des activités qui se déploient. Et ça ne nous a pas empêché d'installer Symbio et ses piles à hydrogène, donc avec des réservoirs, avec des citernes à hydrogène sur le site. Donc tout ça évidemment encadré par des procédures de l'État. Le sentiment qu'on a, c'est que les gens sont plutôt satisfaits, en tout cas rassurés, qu'ils se redéploient de l'emploi sur ce site-là. Plutôt que tout autre projet dont ils auraient encore moins maîtrisé la nature. Ok, je vous remercie. Alors, il y avait d'autres questions? Il y en a une dans la salle ici. Tenez. Je pense que... Alors, oui, allez-y alors d'abord. Non, c'est... Je vous en prie. Oui, donc je suis Fanny Biver de la 7 et j'aurais souhaité vous demander... quels sont les services qui font l'objet des charges pour les entreprises?
Également, j'aurais souhaité avoir un peu plus de précision sur la fonction d'animation de la CERL. Quel est le périmètre de la fonction d'animation? Voilà. Alors nous, je vais commencer par la deuxième question, un peu sur notre rôle. Donc nous, on a un rôle de gestion locative, d'aménagement du site, de gestion locative et de gestion du site. Donc c'est nous qui allons accompagner les prospects dans leur installation, suivre la vie de leurs baux, leurs besoins, gérer ces relations, assurer la propreté du site. Voilà. Par contre, on s'appuie sur la ruche industrielle pour faire une animation à destination des sujets plus métiers des industriels. C'est vraiment leur cœur leur marque de fabrique. Donc ils sont au cœur du site, hein, cette association. Ils sont dans le bâtiment qu'a le toit orange, là on le voit sur cette image. Donc voilà, il y a une double animation, une animation plutôt technique de gestion de site et puis une animation tournée vers les industriels et leur métier. On n'est pas industriels nous-mêmes, donc il y a cette association dont c'est le rôle. Sur les charges, sur le détail des charges refacturées, c'est l'énergie. Donc ça va être les services de sécurité, de sûreté, la propreté. Voilà. Donc tout ça passe par les mécanismes de charge. Voilà. Bon, merci. On va avancer si vous voulez bien. Il est déjà 20. Oui, vous aviez une question? Oui, on va la prendre quand même. Oui. Bonjour, Dara Lecomte, foncière de la région Île-de-France. Merci pour la présentation. J'avais deux questions, l'une sur la commercialisation et l'autre sur l'investissement. Sur la commercialisation, donc j'ai compris que vous étiez parti en blanc, mais est-ce que vous aviez quand même couvert ce risque et de quelle manière? Alors indirectement, vous l'avez expliqué en disant que finalement vous aviez une bonne offre de loyer qui correspondait aux besoins. Mais est-ce que vous l'avez couverte autrement? Et sur l'investissement, qu'est-ce que vous avez dans votre business plan comme taux de détention de l'actif? Comme durée de détention de l'actif? Alors, sur la première question, donc en fait, on ne s'est pas couvert. On est parti sur les bâtiments les plus modulables possible. On est donc sur 10 halles de 1000 m², donc on est en capacité de répondre à des besoins modulables par tranche de 1000 m². On a un positionnement loyer qui nous rendait assez confiants sur le remplissage. Voilà, parce que et puis surtout, on avait quand même à l'échelle du site, y compris que c'est 10 000 m², donc 30 000 plus 10 000, 40 000. Les 30 000 étaient remplis à 90%, 94%. Donc on avait finalement un taux de remplissage, y compris si ces bâtiments restaient complètement vides, de plus de 70%, donc qui rassurait aussi nos co-investisseurs. Donc finalement, la condition de commercialisation classique est de dire qu'il faut que ça soit rempli à 50%. Vraiment, on la remplissait à l'échelle du site assez largement. Et la deuxième question, donc c'était sur la durée de détention, on n'a pas de limite. On sait que traditionnellement la Banque des Territoires et les investisseurs de cette nature demandent des clauses de sortie dans les pactes d'associés au bout d'un certain nombre d'années. C'est le cas là. Pour notre part, on n'a pas forcément prévu d'échéance de sortie. Ça va dépendre de plein de paramètres, en particulier si dans 5 ans, dans 10 ans, on a besoin de générer des fonds propres pour mener de nouveaux projets de ce type-là. Une fois que le site est bien installé et vit bien, on sera peut-être amené à le céder, mais on n'a pas en tout cas d'horizon de fixer a priori. Bon, je vous remercie. Je vais vous proposer qu'on enchaîne, si vous le voulez bien, parce que l'heure tourne, tout simplement. Vincent Malfer, on va vraiment vous remercier, c'est passionnant. On va avoir un autre sujet tout aussi passionnant, un peu différent, bien sûr. C'est du côté du pays de Montbéliard que nous allons, c'est-à-dire toujours un peu à l'est de la France, un est un peu industriel finalement, même si l'industrie un peu partout, et dans le nord notamment. Mais Bernard Bléton, merci d'être présent avec nous. Vous êtes le directeur général de la CEDIA, qui est la SEM d'aménagement du pays de Montbéliard. Vous allez être secondé
Alors, ce sera à distance par Didier Klein. Il est avec nous, vous le voyez. Lui est le PDG de la SEM PMIE, qui, pour le pays de Montbéliard, porte tout ce qui est immobilier économique. Alors, on a parlé de mutation de sites existants en plein cœur de métropole lyonnaise. Ici, la situation est évidemment un petit peu différente. Mais en revanche, on a aussi un acteur principal qui est le groupe CEDIA, qui est aussi une espèce de grappe qui ressemble un petit peu quand même à celle de la Serle, non? En béton. Oui, bonjour à chacun. Merci de nous donner la parole. Alors, on a un contexte qui est quand même un peu moins concurrentiel que celui de Vincent. Hein. On n'est pas dans le milieu lyonnais. Et on s'est battu, nous, sur le territoire franc-comtois qu'on occupe pour finalement apporter des réponses dans un contexte où l'initiative privée n'est pas toujours là. Donc, on a construit et on a un schéma, c'est moi qui appuie. Voilà, on a un schéma d'intervention qui le montre. On a construit en une vingtaine d'années une grappe d'EPL, on l'appelle comme ça, c'est-à-dire c'est un ensemble maillé d'outils d'économie mixte qui sont là pour intervenir, alors en allant du champ public jusqu'au champ privé et en s'appuyant sur une société qui est au centre, qui est la SEM CEDIA, qui regroupe les compétences. On est 85, donc effectivement d'une taille à peu près semblable à celle de la Serle, mais on intervient sur un périmètre beaucoup plus large. Alors, du côté public, on s'appuie sur des sociétés publiques locales hein, qui sont là en amont, en conseil des collectivités et très souvent sur l'aménagement. Elles sont grosso modo établies par territoire départemental. Les SPL doivent être proches de leurs actionnaires et envisager une SPL globale à l'échelle régionale, ça ne marchait pas. De l'autre côté, on a des SEM patrimoniales, dont celle que va développer Didier Klein. Les SEM patrimoniales détiennent des actifs immobiliers et les louent. Au total, c'est 350 000 mètres carrés qui sont détenus par ces SEM patrimoniales. C'est 22 millions d'euros de revenus locatifs. Et ce sont des sociétés qu'on a voulu non pouvoir adjudicateurs, c'est-à-dire qu'elles se développent comme des acteurs privés, mais à des conditions économiques sans doute plus difficiles. Voilà. Puis entre les deux, on a CEDIA qui peut intervenir alors comme centre de compétences finalement au profit de ces sociétés, mais aussi comme un acteur propre pour des développements immobiliers, de promotion immobilière. Voilà, donc au total, quand même, c'est 85 millions de capitaux propres, hein, de fonds propres, qui sont à disposition du territoire. Et comme l'a dit Vincent tout à l'heure, tout ça fait levier, parce que très souvent, on va chercher aussi des partenaires en constituant des sociétés de projet, ce qui nous permet d'être finalement assez présents en relais de l'initiative privée. Voilà, on va voir que c'est le cas dans le projet donc Forvia. Le Signal, c'est un projet qui a été distingué par le trophée de la Fédération des EPL l'année dernière. Voilà. Merci de le rappeler. Didier, je te passe la main pour représenter le projet. Oui, donc par rapport à déjà donc vous voyez la CMP. Bon, bonjour à tous déjà et à toutes. Hein, et donc pour présenter la CMP MIE, donc c'est petit transparent. Hein, donc elle a été créée en 2011. Le but, parce que je l'ai pas dit, mais je suis également donc vice-président à l'économie et au développement industriel donc sur Pays de Montbéliard Agglomération. Et donc le but était vraiment de libérer donc les entreprises au niveau de leur immobilier et puis d'attirer de nouvelles entreprises et ou au moins de les conserver sur le territoire dans un contexte industriel lié à l'activité automobile et qui, comme ça a été répété dans la première intervention, n'est pas toujours facile aujourd'hui à développer, à conserver et amplifier. Mais je pense que dans cette synergie du Pays de Montbéliard, on a réussi à peu près à le faire. Et donc juste, je rappellerai que la SEM est là. Comme acteur, donc la région de Bourgogne-Franche-Comté, Pays de Montbéliard Agglomération, la Banque des Territoires, donc, qui est à son capital à 25%, donc c'est un partenaire au quotidien, et puis une trentaine d'entreprises locales qui nous ont fait confiance pour nous accompagner dans le développement de notre SEM. Si vous passez voilà, la slide suivante, donc là on voit l'intérêt, donc Pays de Montbéliard, agglomération, c'est vraiment un territoire d'industrie. Donc on vous en avait parlé tout à l'heure, mais vous l'avez entendu tout à l'heure, on est donc déclaré comme territoire d'industrie. On sera aussi candidat
candidat pour le futur. Hein, et donc, l'intérêt, il était vraiment de faire venir de nouvelles entreprises, de conserver celles qui étaient là. Hein, et aujourd'hui, donc, on a une double particularité. C'est donc la partie toujours industrie automobile, mais également l'industrie du luxe avec, on va dire, un certain nombre d'entreprises qui sont installées chez nous. La slide suivante. Voilà, donc le projet Forvia, donc c'est un point que je n'ai pas du tout entendu encore aujourd'hui, mais qui est important. Un certain nombre de sites, ils sont bien sûr problématiques de tout ce qui est thermique, amélioration de la production, mais également liés sur notre territoire à des positions à proximité de rivières. Et donc un peu menacés par les plans de protection, donc inondation, et donc une difficulté donc de les assurer. Hein, c'est vraiment les assureurs qui, prenant le plus de sécurité possible, donc ont fait qu'un certain nombre de nos sites en bord de rivière ont été, on va dire, menacés de délocalisation ailleurs. Et donc en 2018, on avait été alerté par les services donc de Forestia qui faisaient des systèmes d'échappement en nous disant, ben voilà, on cherche peut-être ailleurs si on n'arrive pas à trouver une possibilité de s'implanter donc ou de se réimplanter chez vous avec un potentiel fort puisqu'ils voulaient tout de suite comment dire, un développement écologique très fort, un zéro émission nette, enfin beaucoup de choses. Et donc, on a travaillé en 2019-2020 avec eux. Avec mes autres activités professionnelles qui sont universitaires, on a réussi à leur démontrer que la main-d'œuvre était sur place, que le savoir-faire était sur place et que le développement autour de l'hydrogène qu'ils envisageaient également pour cette usine était sur place. Donc, le mieux était de rester sur place. Mais il fallait leur proposer quelque chose qui était attendu. Donc, un bâtiment très fonctionnel, très écologique, durable, et qui ne coûte pas trop cher. Donc c'était une quadrature assez complexe, mais qu'on a réussi à surmonter. Et donc en 2021, ils sont installés à l'intérieur. Donc on voit que le projet, en gros, on a mis 2 ans pour le faire, mais on en parlera juste après pour vous montrer un peu la complexité. Et on a fait un autre projet en complément, puisque le premier avait plu, donc pour garder également l'usine de sièges et rapatrier sur notre territoire un petit peu toute la fabrication des sièges pour le groupe Forestia. Donc voilà, ça c'est le slide suivant. Donc on voit alors là je vais vite parce que j'en ai pas mal déjà parlé. Hein. Donc c'était 22 500 mètres carrés à définir. Je reviendrai après sur la localisation qui est importante. L'investisseur, donc la CMP-MIE pour la collectivité, l'agglomération du Pays de Montbéliard. Un montage qui devait aller vite et préserver tous les risques, et donc un gros impact environnemental qu'il fallait minimiser au possible, et puis être capable de renouveler l'opération voilà, de manière assez courante. Et si on passe à la slide suivante, je vais toujours vite dans les présentations, parce que voilà. Donc le point essentiel, mais ça a été évoqué aussi tout à l'heure dans le territoire d'industrie, dans la présentation territoire d'industrie, c'est d'avoir un territoire qui soit un territoire industriel qui est, on va dire, mis en avant le développement industriel. Et là, on avait la chance, dans les années 2000, d'avoir eu un président d'agglomération, Louis Souvet, qui avait une réelle envie donc, de préserver l'industrie. Et donc, on a été sur des terrains qui seraient impossibles à faire aujourd'hui, hein, sur des terrains agricoles, à faible rendement, hein, plutôt prairial, un petit peu de maïs comme partout, mais voilà. Et de remodeler le paysage avec un programme dont l'aménageur est CEDIA, hein, on travaille toujours en parallèle ou en complémentarité. Et donc, vous voyez ici donc, les différentes phases qui ont été commencées en 2008. Et aujourd'hui, le bâtiment Forestia, les 2 bâtiments Forestia, ils sont sur la phase 3.1, donc pratiquement le parc n'est pas encore rempli, rassurez-vous, pour ceux qui écoutent et qui voudraient venir s'y installer, hein, je vous le conseille, et on a encore des belles zones à mettre dessus. Donc on était dans le territoire d'industrie, on a la possibilité, on a l'habitude de travailler avec les SEM d'aménagement comme CEDIA, les SEM patrimoniales comme Bâtifront au niveau régional, et bien sûr la Banque des territoires, ce qui nous a permis tout de suite d'avoir un écosystème en réponse à la demande industrielle qui soit très au point. En plus, on avait cette zone d'activité, je vais juste finir parce que c'est la zone d'activité, elle était donc une zone clé en main, on l'a entendu tout à l'heure, c'est vraiment important, hein. Ça nous permet d'avoir déjà toutes les études environnementales. Pourquoi ? Parce que quand on dépose le permis de construire, et
on a fait le permis d'aménager. Et pourquoi? Parce que la première grande question, c'est qu'est-ce que c'est l'Adréal qui, on va dire, est-ce que vous êtes sûr de ne pas avoir de grenouilles à yeux bleus ou de lézards à queue rouge? Et donc voilà, mais à part ça, là on a réussi à très bien faire la chose dessus. Voilà. Bien sûr, la puissance de CEDIA, hein, et puis la connaissance de PMIE vis-à-vis de son écosystème industriel, hein, qui nous permettait donc d'avoir des bureaux d'études, on va dire industriels. C'est hyper important parce que nous on est vraiment dans la spécialité industrielle pour répondre à la demande de Forestia et bien sûr des banques qui nous accompagnent parce qu'ils savent, voilà, qu'ils savaient qu'on pouvait travailler de manière efficace. Oui, on pourra reparler. Et donc la suivante, la slide. Ouais. Donc juste pour retrouver sur tout ça, donc vraiment mobiliser les acteurs locaux. J'ai entendu parler tout à l'heure des rendez-vous avec autour de ce site, il y a 3 villages. En gros, on a réalisé à chaque fois des réunions avec les maires, les habitants, les industriels, CEDIA, la CMPMIE, les élus de PMA, le service économique. Et donc, ce qui a fait que tout le monde savait qu'est-ce qui allait être fait. On leur a fait visiter l'usine au fur et à mesure de sa construction et puis rencontrer les équipes qui allaient travailler à l'intérieur. Voilà. Pourquoi? Parce que tout ce qui était système d'échappement, ils comprenaient. Quand on a commencé à parler d'hydrogène, ça leur faisait un peu peur, donc il fallait un peu le faire. Je t'ai insisté sur le rôle de l'État parce qu'on a eu l'ensemble de nos permis de construire a été instruit à peu près en 1/10 du temps qui était le normal. Pourquoi? Parce que voilà, nous on doit livrer toujours les usines le 16 août ou le 17 août, on a un jour de battement, hein, c'est-à-dire à la reprise industrielle. Hein, ils ferment le 15 juillet et le 16 août, il faut que les usines reprennent, donc on n'a pas le choix. On ne peut que livrer pendant cette zone-là une fois par an. Sinon, on met d'un an la chose. Donc vraiment, les services de la préfecture qui ont vraiment non seulement accéléré, mais permis une instruction. Alors, tout a été bien instruit, hein, mais c'est vrai que parfois, les 6 mois ou 9 mois d'attente sont un peu longs. Et là, on a été beaucoup plus court puisqu'on a obtenu le permis de construire en 2 mois et l'ICPE en moins de 4 mois. Alors après, il y a les recours administratifs, mais j'en parlerai plus tard s'il y a des questions là-dessus. Donc le lien constant, bien sûr, entre les différents investisseurs et aides, hein, la région, PMA, les communes, nos CEDIA et PMIE, les associations locales et environnementales pour expliquer voilà, qu'est-ce qui demandait des passages spécifiques pour les sangliers, les chevreuils et les animaux. Voilà. Et puis, bien sûr, la Banque des Territoires qui nous a accompagnés en court terme, le pool bancaire donc, qui était également pour le long terme, et puis donc le montage financier, mais là, ce sera plus Bernard qui en parlera. Voilà, donc juste la slide suivante, vous pouvez faire. Donc là, et puis je laisse la parole un petit peu à Bernard en sachant qu'on va pouvoir vous expliquer comment on a monté, comment on a conçu l'accompagnement de la construction. Oui, 2 mots sur le montage. Donc, dans les 2 cas, c'est CEDIA Aménageur qui a cédé le terrain dans des conditions assez favorables. On a construit une société de promotion qui s'appelle CCV H2 entre PMIE et CEDIA. Donc, les 2 SEM se sont mis ensemble pour assurer la promotion. Et puis, on a 2 montages différents suivant les 2 bâtiments. Au total, c'est 50 000 m² hein, quand même de bâtiments. C'est 70 millions d'euros d'investissement. Donc pour le premier bâtiment, on a constitué une SAS de portage puisque Forvia souhaitait une solution locative. À l'intérieur de la SAS de portage, on retrouve PMIE qui est l'acteur principal, mais aussi la Caisse des dépôts qui est rentrée autour de table, mais aussi Batifranc et Forestia qui est rentrée également autour de table avec la possibilité d'ailleurs dans 5 ans, dans 7 ans de racheter la part des autres et de devenir propriétaire du bâtiment. Et puis sur l'autre bâtiment, on est décalé d'1 an. Forestia a eu le temps au niveau international de constituer une société de crédit bail qui s'est portée acquéreur du bâtiment qui a donc été livré en VFA par la SCCV. Voilà, dire aussi que la SCCV s'appuie sur un contractant général qui est un regroupement d'entreprises locales pour construire le bâtiment. Alors peut-être 2 mots quand même sur cette opération. On s'est battu à la fois contre les coûts et contre les délais. Contre les délais, Didier en a parlé. On a été porté par Territoire d'Industrie, par clé en main, par l'aide du préfet, des services de la préfecture dans l'instruction des dossiers. Mais on a même anticipé, il faut savoir quand même que le dossier était en concurrence avec une délocalisation en Europe, en Pologne. Donc il a fallu aller très vite et être compétitif en coût.
Et pour aller vite, malgré l'instruction rapide des dossiers, on a démarré la construction avant d'avoir les autorisations, avec une convention de travaux, en partageant les risques avec Forestia. Mais clairement, on a pris jusqu'à 10 millions d'euros, on a pris le risque avant d'avoir les autorisations administratives. Nos conseils d'administration nous ont suivis. Et en 2 ans, entre la demande de l'industriel, on a été capable de livrer l'équipement. Et puis la deuxième bagarre, ça a été contre les coûts, là aussi, pour résister par rapport à la délocalisation. Le sujet consistait à faire une offre très compétitive. Et là, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est le coût du foncier qui a été allégé par les aides. On a 2 millions du fonds vert. On a des aides régionales à hauteur d'1,6 million, donc ça a permis d'alléger le coût du foncier. On a le recours à l'économie mixte qui a permis alors à la fois de gommer des marges, parce que très clairement on intervient à des conditions financières qui sont différentes de celles qu'un investisseur privé aurait pu faire, mais aussi en gommant les interfaces entre les acteurs, puisqu'on est à toutes les échelles. Le troisième facteur, c'est le temps. Quand on va vite, forcément, il y a moins de frais financiers, donc on est plus rapide. Voilà, donc tous ces facteurs. Et le quatrième facteur, c'est le recours à l'économie locale. Et les entreprises locales se sont battues pour avoir le marché et ont été très compétitives au niveau des coûts. Donc je voulais souligner ces 2 éléments qui sont fondamentaux dans la capacité qu'on a eue à développer ces projets. Dans des conditions, on est BREEAM excellent. C'était d'ailleurs le premier bâtiment industriel sur le territoire français et le deuxième en Europe. Forestia était assez fier de ça. Voilà, donc on retrouve les 2 bâtiments, un bâtiment de 22 000 m², un de 28 000, 70 millions au total, donc 90% d'entreprises locales sur le chantier, et puis donc la labellisation BREEAM excellent. Didier, si tu veux peut-être donner 2 éléments sur le 2. Oui, donc là, c'est pour vraiment montrer le contractant général qui nous a suivis. Alors, petite parenthèse pour ceux qui pourraient le voir, c'est très particulier puisque sur les 2 bâtiments, on a travaillé en disant au contractant de calculer le prix qu'il nous faisait et d'avoir un prix ferme et définitif à modification quand même, que si on avait des grosses modifications reconnues des 2 côtés. Donc pour aller vite aussi, parce que et voilà. Et en réalité, les grands groupes internationaux qui étaient venus un peu nous titiller pour faire les bâtiments n'ont pas voulu signer à ce moment-là. Donc ça nous a permis vraiment de travailler sereinement avec des entreprises locales qui étaient au courant de l'affaire dès le départ et qui étaient sur le terrain. Donc là, on a des bâtiments qui sont bien sûr BREEAM excellent, comme l'a dit Bernard, qui ont. Alors, juste par rapport à ce qu'a dit Bernard, ne croyez pas qu'on n'avait pas de PC pour construire. Ce qu'on n'a pas attendu, c'est le recours administratif, c'est les temps de recours, parce que voilà, pour construire, il fallait quand même l'affichage du PC, sinon là, on était en problème. Mais par contre, les recours administratifs ont été, on va dire, on avait confiance. Et le bail était pas tout à fait sur signé, toutes les images que vous voyez. Le bail n'était pas tout à fait signé. Toutes les images, donc vous voyez un petit peu tout ce qu'on a mis en place, la récupération des eaux pluviales, pour être BREEAM, c'est vraiment important. C'est Bernard l'a dit aussi, mais c'est vraiment important. C'est vraiment un bâtiment qui répond à toute l'attente possible. Et pour vous dire la difficulté, je finirai là-dessus, sur la partie chauffage. On a un chauffage au bois qui a été subventionné par l'ADEME. Et vous avez la subvention 1 an d'exploitation après, elle constate la subvention. Et aujourd'hui, notre chaufferie au bois ne consomme pas assez. Et donc l'ADEME nous dit, bah oui, vous produisez pas assez, ce serait bien on peut pas brûler du bois pour rien, quoi. Pourquoi? Parce que le bâtiment est avec les récupérateurs d'énergie, avec les îles d'isolation à l'intérieur et tout. Et un point important, la prise en compte des employés qui travaillent à l'intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette usine, on ne travaille pas avec des bouchons d'oreille. Les systèmes qui ont été mis en place pour atténuer le bruit permettent aux employés de travailler en production avec des protections réduites, puisqu'on absorbe tous les bruits du système pour leur permettre d'avoir des bonnes conditions de travail. Voilà. Et donc pour la chaufferie, juste en complément. Donc voilà, on est en train de travailler sur peut-être de faire de cette chaufferie, de la mettre en réseau avec des usines à côté, pour permettre l'économie, on va dire, de dimensionnement puis de l'utilisation. Voilà. Et là, je vais donner la parole à
à Bernard, parce que c'est un point qui s'est développé avec les parties photovoltaïques, qui s'est développé en même temps que les projets. C'est un atout et des points positifs pour l'ensemble du territoire, hein, et pour Cédia en particulier. Oui, on a développé 2 centrales photovoltaïques sur chacun des bâtiments de 300 et 500 kilowatts crête, pardon, qui ont été, alors qui sont en autoconsommation. Forestia consomme très largement ce qu'on produit. Voilà, ce qui a permis là aussi d'accéder au label et d'être vertueux sur les consommations. Voilà, c'est d'ailleurs une offre qu'on développe systématiquement sur les entreprises qui s'implantent sur nos territoires. Alors, voilà, avançons, on va voir s'il y a des questions. Voilà, on termine. Voilà, le retour client, parce qu'on aime bien toujours poser. Donc là, vous avez un peu toutes les gens qui ont participé au projet et tout. Et puis, tout ce qui a été demandé au départ, hein, vous avez la liste là, je ne vais pas revenir dessus pour plutôt donner la parole aux questions. Tout ce qui était indiqué là a été fait, donc on a optimisé toutes les consommations et Aujourd'hui, on est vraiment un bâtiment pratiquement zéro. Forestia travaille pour que ce bâtiment, donc, qui était destiné au départ que au système d'échappement, soit le bâtiment de construction des réservoirs à hydrogène pour les véhicules qui seront faits. Et on est, voilà, je pense que le BREEAM excellent est la récompense et le point essentiel. Et puis donc, juste de dire que ce bâtiment, c'est la référence internationale. Donc, quand Forestia a construit un bâtiment, même au Mexique, ils viennent chez nous pour regarder comment c'est. Et puis, donc, pour finir, mais je donnerai la parole bien sûr après à Bernard. Donc, on travaille sur des territoires propres, verts et tout, mais également sur des friches industrielles. Et donc là, en 2015, on avait déjà racheté une partie nord de l'usine Stellantis sur le site de Sochaux-Montbéliard. Et donc là, on est en cours on vient d'acquérir, donc, enfin, à travers une autre partie de la Grappe Cédia, et donc territoire 25, l'aménageur, on vient d'acquérir donc 42 hectares sur PSA Sud, donc en bord d'autoroute. Et on a donc là, on a croisé avec un investisseur national qui va venir nous épauler en termes d'emploi, et puis donc les deux sociétés, enfin les deux petits territoires plus pour la CMP MIE, et donc territoire 25 qui va assurer l'aménagement du site. Et puis donc voilà, pour ma part, je répondrai aux questions après, puis je laisse la conclusion à Bernard. C'est votre prochaine frontière, on ne va pas traiter 2 sujets ce matin. Non. Voilà, donc c'était simplement pour expliquer qu'on travaille en extension foncière, hein, c'est le cas des 2 usines qu'on a fait pour Forestia, compris. Mais de plus en plus sur de la récupération de sites. Et Stellantis, pour le coup, joue le jeu en se débarrassant au fur et à mesure de bâtiments qu'ils n'occupaient plus. Oui. Et donc, on a racheté effectivement il y a 5 ans un premier site de 26 hectares qui est aujourd'hui totalement occupé par PMIE d'ailleurs, 1 kg 70 000 m² de surface. Et là, effectivement, on vient de racheter 42 hectares complémentaires sur lesquels on est en train de travailler. Donc, on travaille beaucoup en recyclage. Ce sera notre prochain sujet certainement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou à distance? Pas de questions à distance. Bon, très bien. Écoutez, c'est parce que l'heure tourne et qu'il faut qu'on... malgré notre petit dérapage, qu'on n'aille pas trop loin. Bernard Bléton, on va vous remercier. Vous également, Didier Klein, merci beaucoup merci. De cet exemple très, très démonstrateur de ce qu'il est possible de faire, évidemment. Je voudrais inviter François Leclerc à nous rejoindre ici sur scène. François, pour dire quelques mots de ton point de vue d'urbaniste, puisque l'agence François Leclerc et Associés est d'abord une agence d'urbanisme, même si vous êtes évidemment architecte également, mais particulièrement engagé sur la mutation des territoires, dans les centres-villes, mais également dans le périurbain. En particulier, une mission a été confiée par le ministère de l'économie et de l'industrie, mais on pense à Olivia Grégoire et au travail sur les zones commerciales d'entrée de ville. Qu'est-ce que tu retires de ce que tu as entendu pour ta réflexion sur la façon dont est challengé aujourd'hui le territoire français, les territoires français, où on voit, on l'a cité à plusieurs reprises, la question de la sobriété foncière et du ZAN vient percuter des besoins, des attentes, des besoins en développement. Voilà, comment est-ce que tu resitues la question qu'on a traitée ce matin dans une réflexion plus large ? Ouais, merci Rémi. Non, mais je voulais dire déjà que quand je vous entends et quand je lis la presse en général, on est dans un truc un peu enthousiasmant, quoi. C'est-à-dire on est dans un phénomène très porteur.
Il y a un plan de bataille, il y a une vraie volonté de faire, c'est porté par le gouvernement, on sait que c'est la nouvelle économie et que c'est aussi un thème présidentiel, etc. Donc c'est à mettre en parallèle, hein. Juste un aparté par rapport à ça, par rapport au logement qu'en pleine déprime, et parce qu'il n'y a pas d'éclaireur, pas de foncier, pas de machin, tout fout le camp, et puis avec le commerce. Donc le commerce, je travaille dessus actuellement, par rapport aux 1500 autres commerciales qui sont un peu, pas en difficulté, mais pour certaines en tout cas en réelle difficulté. Et donc là, c'est avec Olivier Grégoire, mais aussi avec Béchu, Christophe Béchu, avec Vergrit, etc. On est en train de regarder ça parce que finalement, si je vois un contexte général, les villes sont dans une certaine fatigue ou déprime là aussi par rapport à la notion de densification permanente. Le système des ZAN est en train de limiter le terrain. La ville extensive donc est un peu condamnée. La ville intensive est contestée par certains élus et surtout par la population. Donc on est dans un système de blocage assez complexe. Donc je dis ça parce que effectivement le commerce lui va pas toujours très bien et devient une zone d'opportunité. Donc ça a été traité par le ministère de l'économie parce que il faut sauver le soldat commerce par rapport à l'emploi, par rapport au système de consommation des Français, etc. Et le thème c'est savoir comment ces zones qui se rétrécissent dans leurs fonctions peuvent être du foncier disponible pour autre chose. Parce que dans ce sujet intensif, extensif, où tout est compliqué, finalement, la demande reste importante. Alors, si je vois uniquement la question du logement, il y a toujours ce chiffre autour de 400 000 logements à construire par an, ce qui est très important sur l'ensemble du territoire. Et l'industrie aussi, qui est une forte demandeuse. Alors, on sait que le ZAN pourra subir quelques entorses par rapport à ces notions industrielles qui sont considérées comme prioritaires, mais de dire effectivement comment la ville, finalement, va se constituer dans les temps à venir, avec ces demandes très fortes et ce foncier disparaissant. Donc c'est ça le sujet. Alors je parlais des villes parce que enfin, vous regardez autour, à Paris entre autres, les gisements sont presque finis, etc. Donc finalement, dans le périurbain, reste très peu. Il y a le pavillonnaire, qui reste un sujet dans lequel il y a une notion potentielle de développement. Peut-être un logement devient deux, pas forcément raser un bout pour construire des immeubles. Et puis, donc, les zones commerciales, je reviens dessus, c'est savoir comment ces zones qui sont implantées ici ou là de manière intéressante peuvent se transformer en logement dans une ville mixte finalement avec du commerce en bas et du logement là-haut. C'est relativement simple et classique. Il y a des zones par contre qui sont très difficiles de transformation plutôt dans l'est de la France. Alors je suis désolé, c'est pas forcément chez vous, mais d'autres villes où on est en chute démographique, en chute économique, etc. Et que finalement il y a un rêve de la part de pas mal de maires que je connais qui est de dire l'industrie va-t-elle sauver nos zones commerciales et nos emplois. Ça, c'est une réalité. Mais finalement, moi, ce qui m'intéresse fortement dans tout ce que vous avez dit, c'est comment ça fabrique de la ville, quoi, finalement. Je trouve ça très important d'avoir l'industrie qui revient en France. Tout le monde est très content de ça. Mais savoir comment se fabrique de la ville dans une certaine mixité. Et l'exemple développé par la Serre à Lyon, en ça, est parfait, exemplaire, etc. Et ça nécessite finalement, effectivement, une vraie volonté de l'État, ou volonté de la ville, volonté des collectivités pour dire qu'il y a des zones qui sont sacralisées par rapport à ça, par rapport au fait d'avoir de l'industrie, parce que la concurrence, comme tu disais, par rapport au logement est assez forte. Donc, c'est savoir comment effectivement une ville mixte peut s'installer avec ça. Alors, je ne parle pas des méga factories de batteries, etc., à Dunkerque, où je vois toutes les problématiques qui sont posées par rapport à ça, mais dans ces industries un peu plus réduites, un peu mixtes, savoir comment ça permet une invention d'une ville un peu conglomérée, cette hybridation. Alors, dans ma jeunesse, dans les années 80, on appelait ça les hôtels industriels. Ça se fait Flores, il y en a plein à Paris, il y en a qui sont construits dans les années 60 très fortement. L'entrepôt McDonald's et l'entrepôt Ney dans le 19e montrent ça très bien. C'est savoir comment la stratification peut se faire et même comment un bâtiment peut être une structure d'accueil. Savoir comment ça peut accueillir quelque chose un moment et autre chose un autre moment.
différemment. C'est-à-dire comment la ville peut s'agréger, s'inventer, se développer à travers cette nouvelle donne qui est cette notion industrielle qui n'est plus polluante, d'après ce que j'ai compris, il n'y a plus de pollution. Donc on n'est plus dans la ville, à Paris, la ville industrielle qui était à l'est pour une question de vent, et puis le zoning ensuite pour la rendre un peu lointaine et loin des habitations, etc. Donc dans cette notion très vertueuse et très qualitative de ce phénomène industriel, comment tout ça peut fabriquer de la ville mixte où les employés ne sont pas obligés de prendre des bagnoles ou des autocars à 4 heures du mat, mais c'est à savoir comment tout ça peut faire une ville. Je trouve tout ça très, très passionnant. Et je le répète, je trouve que d'être porté par une volonté gouvernementale forte, c'est pas mal. Alors que ce n'est pas le cas partout. Ça va challenger les urbanistes quand même pour trouver la forme qui ira bien. On a vu les zones industrielles dans le pays de Montbéliard. Hein. Il y a celles en reconquête, il y a ces parcs industriels qui se terminent. Comment on fait cohabiter les fonctions? Tu as évoqué le zoning. C'était un des grands malheurs, quelque part, de la France de l'après-guerre, que de séparer les activités, de les opposer. Est-ce qu'on peut vraiment, dans ce périurbain dont certains disent que c'est la France moche, retrouver une vie et une ville qui soit nouvelle, mixte, comme tu le dis? Oui, mais ça c'est la capacité ou la qualité des locaux et de l'ingénierie qui est proposée dedans, de savoir si elle accepte autre chose à proximité, en superposition, en juxtaposition, etc. Et là c'est vrai que dans le cas de Montbéliard, on est dans quelque chose de très particulier, parce que c'est un bâtiment neuf qui est finalement comme un bâtiment à l'ancienne, mais en mieux, grosso modo, parce qu'il est sur une zone particulière, etc., où la ville autour n'est pas très, très dense. Donc on est dans un sujet très, très particulier. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, ça c'est très bien, mais savoir aussi comment l'industrie peut se réinventer dans des zones un peu plus denses, là où il y a de l'emploi, là où il y a effectivement ces zones commerciales qui se délitent et qui sont quand même rattrapées par la ville, etc. C'est-à-dire, j'aime bien l'histoire de l'emploi. Enfin, en travaillant sur le commerce, là, j'ai beaucoup travaillé, entre autres, avec les acteurs qu'on a interviewés, dont le groupe Auchan, dans lequel il y a Decathlon. Et Decathlon veut installer tous ces magasins où on puisse aller en transport en commun, ne serait-ce que pour ses employés. Il n'est pas question que les employés soient obligés de venir en bagnole pour aller travailler, quoi. Donc de savoir comment cette industrie s'agglomère à la ville constituée, quoi. C'est ça qui me semble passionnant. C'est un exercice urbain, un exercice architectural, de dire qu'un bâtiment est une structure qui permet beaucoup de choses. Donc c'est une structure d'accueil qui permet de choses. Et je pense que c'est des inventions à venir de la ville qui sont très, très passionnantes. Bon, et je te remercie, en tout cas, de ces moi, quelques si vous avez mots une de question, conclusion. je serais ravi. Oui, alors on a explosé les compteurs temporels, hein, on fait l'inverse de Cédia qui accélère le temps, lui, pas nous. Donc, je ne sais pas si on a vraiment ce temps-là, je crois pas, on me fait des gros yeux, François. Mais c'est une perspective. Hein. On a vu que la mutation lyonnaise, elle se faisait dans la ville, au cœur de métropole, mais près du périphérique quand même, que donc il y a toute une gradation à trouver. Non, mais moi, ce que je trouve formidable à Lyon, c'est l'idée de sanctuariser cette activité. Oui. De dire, alors je ne sais pas, j'ai pas tout saisi comment c'est passé, mais de ne pas dire on va refaire du logement à cet endroit-là, comme on a fait ailleurs, parce que l'industrie, de toute façon, c'était une verre déclinante, tu peux le mettre toujours plus loin ailleurs, etc. Et de dire de sacraliser ces zones en tant qu'activité, je trouve ça très bien. Donc la spéculation ne peut pas se faire, puisque c'est marqué zone, machin, quoi. Donc c'est ça politiquement très bien. Bon, l'idée de flécher la mutation des friches industrielles existantes, puisque c'est une des lignes de force de la politique de réindustrialisation verte, va dans ce sens, bien sûr, si on a bien compris. On va essayer d'allier sobriété foncière et performance énergétique des futurs bâtiments. Donc, a priori, on irait dans le sens que tu dis. Oui, dans ce sens-là, et surtout de dire que les employés peuvent venir de manière simple, que l'histoire du transport, c'est absolument essentiel, quoi. Le transport en ville, comme ça, que ce soit pas... La distance est un vrai sujet. Et tout ça dans la perspective du ZAN, qui est quand même une drôle d'aventure, mais absolument utile. Bon, merci beaucoup. Je propose qu'on arrête là.
Je vous remercie vraiment toutes et tous. Merci à nos suiveurs à distance. De leur fidélité, de leur constance, et puis à très vite. En ce qui nous concerne, c'est le 17 octobre prochain que nous tenons les entretiens du cadre de ville, où il sera aussi beaucoup question de sobriété foncière et de diversité des usages dans la ville. À très bientôt, merci, au revoir.